Noah est né en tant que 13e fils de la famille royale, l'un des 13 princes impériaux issus des reins du roi. Il ouvre les yeux pour trouver une femme bienveillante penchée sur lui et se demande si cette personne est sa mère ou simplement une servante. Mais avant qu'il ne puisse le déterminer, le visage d'un vieil homme barbu, qui s'avère être son père, le roi, s'approche de lui pour l'inspecter de la tête aux pieds. Le roi mentionne que Noah semble tenir de sa mère, et sa mère s'efface immédiatement, affirmant que ses yeux et ses sourcils ressemblent trait pour trait à ceux du roi. Noah remarque qu'il peut voir ses propres statistiques, mais rien ne semble encore avoir de sens pour lui. Soudain, l'un des mages de la cour s'approche et le prend délicatement dans ses bras avant d'annoncer au roi que Noah a une affinité magique avec l'eau. Le roi en rit joyeusement, affirmant que lorsque Noah atteindra l'âge adulte, il recevra les terres des royaumes du sud où vivent la plupart des clans de mages de l'eau, afin qu'il puisse les gouverner avec justice. Sur ce, le roi demande aux mages de la cour de jeter un coup d'œil aux statistiques de Noah. Mais au moment où ces statistiques sont révélées, toute la cour se tait, et même le roi a du mal à en croire ses yeux. Une personne dans la cour crie que c'est un miracle, tandis que d'autres se joignent à cette exclamation, ce qui perturbe Noah, qui vérifie alors ses propres statistiques pour réaliser qu'il a les statistiques d'un mage de l'eau de rang SS, ce qui est inouï, et encore moins de les atteindre à la naissance. 6 ans passent après ce jour, et Noah a grandi pour devenir un jeune garçon en bonne santé. Il a lentement appris à connaître le royaume de Myr, que son père gouverne, où la situation est calme depuis plusieurs décennies. Maintenant, alors que les gens vivent en paix sans guerre, le roi est très aimé du grand public, tout comme ses fils, qui sont adorés par les habitants ainsi que par les familles nobles du pays. Mais Noah ne s'intéresse pas vraiment aux intrigues politiques du royaume, car il a réalisé quelque chose au cours des 6 dernières années concernant lui-même. Il s'avère qu'il a un don spécial dont personne d'autre n'est au courant, il peut aspirer l'XP de ses subordonnés, ce qui signifie que plus il a de servantes, plus il peut devenir fort. Cela signifie également que, contrairement aux autres personnes qui ont un plafond de niveau, Noah peut monter en rang indéfiniment et devenir le mage le plus puissant de la planète. Ses servantes semblent lui être complètement loyalement dévouées, car elles discutent du fait qu'à seulement 6 ans, Noah se comporte plus comme un adulte que comme un jeune enfant. Il se rend bientôt dans la salle à manger pour prendre un petit déjeuner et réfléchit à la façon dont ses capacités et compétences sont assez limitées à ce stade en raison de son jeune âge. Mais s'il continue à s'entraîner, il devrait continuer à grandir à un rythme rapide et surpasser ses frères aînés. Ses pensées sont interrompues par une belle servante nommée Evelyn, qui lui annonce que le prince héritier du royaume et le 4e prince sont tous deux venus lui rendre visite. Noah décide de rapidement terminer son petit déjeuner, car même s'ils sont ses frères, il ne devrait pas faire attendre le prince héritier de tout le royaume. Il entre bientôt dans la salle de réception et s'agenouille pour accueillir ses frères aînés, le prince héritier Albert et le 4e prince Henri. Albert regarde Noah avec des yeux froids, lui demandant où il était, tandis que Henri le salue plus chaleureusement, affirmant que Noah semble devenir un jeune homme courtois. Albert déclare que Noah fera un bon chancelier un jour et lui annonce qu'il a un cadeau pour lui. Il frappe dans ses mains, et immédiatement un serviteur terrifié entre dans la pièce portant un petit cercueil, qui émane une aura mortelle. Noah est perplexe face à un cadeau aussi étrange, mais Albert ordonne au serviteur d'ouvrir le cercueil, ce qu'il est contraint de faire à contre-cœur. Au moment où il ouvre le cercueil, une aura de mort et d'agonie envahit la pièce, que Noah peut clairement sentir alors qu'il fixe l'épée à l'intérieur du cercueil, se demandant ce qu'il vient de ressentir. Avant qu'il n'ait eu le temps de retrouver son calme, Albert lui ordonne de la prendre pour voir ce que cela fait. Noah réalise qu'il ne veut pas vraiment manipuler la lame, mais considérant que c'est un cadeau du prince héritier, il ne peut vraiment pas refuser et est forcé de la saisir. Il attrape l'épée délicatement et la soulève, même si elle est trop grande pour son petit corps à ce stade. Albert sourit et dit à Noah qu'il savait qu'il pouvait le faire, et explique enfin que cette lame est une épée spéciale conçue pour être maniée par les mages de l'eau et est connue sous le nom de Léviathan. Il révèle également qu'avant lui, plus de 120 personnes ont tenté de la tenir, mais aucune n'a survécu pour raconter l'histoire. Cela l'effraie, et il manque de lâcher la lame brillante, mais Henri lui dit de ne pas s'inquiéter, car la malédiction de cette épée est si forte qu'il serait mort au moment où il l'aurait touchée si l'épée avait refusé de l'accepter. Sur ce, Albert et Henri se lèvent tous deux pour partir, tandis que Noah s'incline, pensant en lui-même à quel point ce prince héritier méprisable, qui est malheureusement son propre frère aîné, le testait avec une tâche aussi dangereuse sans aucune raison. Mais il sait que s'il le disait à haute voix, cela signifierait sa tête sur un pieu. Plus tard dans la soirée, alors que Noah se préparait à aller se coucher, il remarque que l'une de ses servantes semblait très tendue, alors il lui demande si elle va bien. Zoé, la servante, hésite d'abord, mais lorsque Noah insiste pour connaître la vérité, elle s'agenouille immédiatement, affirmant qu'elle souhaite un congé, car il y a eu une inondation dans son village et tout a été emporté. Sa famille meurt de faim, et elle prévoit de vendre son corps dans le quartier rouge dans l'espoir de collecter suffisamment d'argent pour aider sa famille. Noah lui ordonne de se taire, affirmant que Zoé est sa servante personnelle, et qu'il ne peut pas la laisser partir aussi longtemps. Il lui dit d'amener sa mère au domaine,
et il lui donnera le poste de fermeuse de la porte arrière et la paiera 5 000 $ par mois. Zoé est perplexe et affirme qu'elle n'a jamais entendu parler d'un tel poste, et même dans ce cas, le salaire semble incroyablement élevé. Noah lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet, et lui dit également qu'il y a une maison vide dans la banlieue ouest de la capitale où elle peut s'installer et vivre avec sa mère. Zoé n'en croit pas ses oreilles et commence à pleurer lorsque Dylan, le majordome, sort et demande à Noah s'il désire quelque chose. Noah lui demande s'il est au courant des inondations dans la ville natale de Zoé et lui dit d'acheter autant de terre que possible dans cette région. Dylan est perplexe, car ce serait un mauvais investissement, mais Noah lui dit qu'ils doivent protéger les personnes dans le besoin là-bas, car s'ils n'interviennent pas, un groupe de malfaiteurs occupera ces terres et commencera à les squatter. Dylan est choqué, et Noah demande ce qui ne va pas, mais Dylan répond qu'il est juste surpris de voir à quel point Noah gère bien la situation avec la prévoyance d'un homme expérimenté, considérant qu'il n'a jamais rien vécu de tel auparavant. Noah pense qu'il a vu plus que sa part de destruction dans sa vie antérieure, mais il ne peut évidemment pas révéler cela à qui que ce soit. Dylan répond que, selon ses estimations, l'ensemble des terres devrait coûter environ 70 millions de $, ce qui choque Zoé. Même Noah sait que c'est une somme énorme, l'ensemble de son groupe de serviteurs gagne environ 80 000 $ par an, il dispose lui-même d'environ 50 millions de $ provenant des taxes et des cadeaux de ses frères, mais il manque encore 20 millions. Il se tourne vers Dylan et lui demande des terres qu'il possède au sud de la capitale et déclare qu'ils devront vendre ces terres. Dylan est choqué et conseille à Noah de ne pas le faire, car ces terres étaient un cadeau de son père, le roi lui-même, et vendre ces terres serait incroyablement impoli envers sa propre famille impériale. Noah lui dit de ne pas s'inquiéter de tout cela, car il s'occupera de son père plus tard, et leur dit que les nobles ont le devoir de se sacrifier pour apporter paix et bonheur à leur sujet. Plus encore, il sait aussi qu'un noble qui joue les martyrs est aimé du public, ce qui pourrait être utile tôt ou tard. Dylan s'incline devant lui et lui dit qu'il s'occupera de tout avant de partir pour faire les préparatifs nécessaires. Le lendemain matin, Noah se prépare avec son armée de servantes pour tout préparer en vue d'une inspection de la zone inondée lorsqu'il est appelé par le 4e prince, Henry. Il court immédiatement vers lui avec un salut chaleureux, s'excusant de ne pas être venu plus tôt, mais Henry lui dit de ne pas s'inquiéter et lui demande où exactement Noah prévoit d'aller. Noah répond qu'il y a une région nommée Daza qui a été complètement inondée, et qu'il vise à acheter des terres là-bas et prévoit d'inspecter la zone pour évaluer les dégâts. Henry remarque l'épée que lui a donnée Albert et lui demande s'il prévoit de l'utiliser pendant sa visite. Noah répond qu'il la porte au cas où il devrait s'en servir, mais il n'est pas encore sûr, car il n'a ressenti rien de différent à son sujet depuis sa première rencontre. Henry éloigne Noah des regards indiscrets et lui dit qu'il était un peu inquiet à propos de cette épée et de la soudaine générosité d'Albert. Alors il a fait des recherches de son côté et a découvert que l'épée semble avoir une volonté propre et ne peut être contrôlée que par quelqu'un qu'elle reconnaît comme son véritable maître. Noah se souvient de la vision qu'il a eue de toutes les personnes précédentes qui ont tenté de la maîtriser et réalise que cette épée est essentiellement comme un chien enragé, et qu'il devra mériter sa propriété avant de pouvoir véritablement la maîtriser. Henry lui dit d'être prudent et lui déconseille de l'utiliser sauf en cas d'absolue nécessité, car il a un mauvais pressentiment que l'épée lui prendra la vie tout comme elle a pris des centaines de personnes avant lui. Avec cet avertissement, Noah part pour la région de Daza et est surpris de voir le niveau de destruction causé par les inondations. Il dit à Dylan de trouver le bureau gouvernemental à proximité et de déterminer les actes de propriété de ces terres, puis il entre dans le village aux côtés de Zoé pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Il remarque des hommes dans des abris sommairement construits qui se rassemblent pour obtenir la nourriture de secours du gouvernement, ce qui le rend un peu heureux, mais cela disparaît complètement lorsqu'il prend une bouchée de la bouillie merdique qui leur est servie. Il ne peut pas croire que le gouvernement puisse avoir des normes aussi basses, et aller demander à l'officiel local de cette région quand, heureusement, l'officiel local nommé Lorgarl entre dans la zone pour une inspection. Noah s'attendait à ce qu'il prenne des mesures contre la terrible qualité de la nourriture, mais à sa surprise, l'homme se bouche le nez et jette un coup d'œil à la bouillie avant de déclarer qu'elle est suffisante, ce qui réjouit les cuisiniers, qui profitent essentiellement de la situation. Le cuisinier en chef lui dit que sa nourriture est prête au manoir, et Garl décide immédiatement de partir pour le festin qui l'attendait. Noah ne pouvait pas supporter cela et avance immédiatement pour affronter l'homme. Il traite Garl de petit bâtard corrompu avec une petite quéquette, ce qui le touche là où ça fait le plus mal, et l'homme à l'ego fragile tire immédiatement une épée sur Noah. Noah appelle immédiatement l'épée Léviathan que lui a donnée Albert, espérant qu'elle le tuera, et l'épée vole immédiatement vers lui. Au début, il pensait que l'épée lui obéirait simplement, mais il réalise soudain la véritable force de l'épée alors qu'elle commence à lui résister, le brûlant avec sa puissante aura sinistre. Noah, cependant, refuse de reculer et continue, et parvient finalement à surmonter l'épée, prenant le contrôle de la lame légendaire une fois pour toutes. Une fois cela fait, Garl n'avait aucune chance, car Noah para facilement son attaque et décide que la sentence pour avoir trompé les habitants pendant une période de catastrophe n'est autre que la mort. D'un coup rapide, Noah lui trancha net la tête, choquant tout le monde dans la région. Immédiatement,
les gardes commencent à les entourer, et il aurait pu être lynché, mais il frappe l'épée contre le sol, créant un trou incroyablement profond dans la terre, choquant tout le monde. Le chaos attira l'attention du chevalier nommé Rowan, qui avait récemment été nommé gestionnaire de cette zone, et il reconnaît immédiatement Noah et s'agenouille. Tout le monde était surpris, mais ils suivent bientôt son exemple, s'agenouillant devant lui, tandis que Noah dit à Rowan que la première chose qu'il doit faire est de s'assurer que tout le monde ici reçoive de la bonne nourriture. Rowan s'excuse immédiatement pour sa négligence et se met à la tâche. Après son retour, Noah est immédiatement convoqué à la capitale par son père, où il s'attendait à être réprimandé, mais à sa surprise, son père le félicite pour avoir pris les décisions au moment où il les a prises et vérifié à nouveau ses statistiques, qui ont augmenté depuis la dernière fois qu'il les a vues. Il remercie Noah pour son aide et lui dit qu'il aura besoin de lui pour continuer à l'aider à gouverner ce royaume. Quelques jours passent, mais Noah reste dans la capitale de la ville, car cette ville est le cœur battant de tout le royaume et l'endroit le plus prospère à ce jour, où de nombreuses personnes talentueuses viennent chercher du travail. Son plan est de recruter l'une de ces personnes talentueuses pour lui-même afin d'augmenter ses propres statistiques et de rapidement devenir une force avec laquelle il faut compter. Son premier candidat est une jeune fille dont il a entendu parler, qui est supposée être une chanteuse incroyable récemment évoquée comme une brillante étoile montante. Il trouve le théâtre où elle doit se produire et prend place aux côtés de Zoé pour voir si elle mérite les éloges ou non. Bientôt, une jeune fille avec un haut de forme nommé Ali apparaît sur scène et se prépare à se produire devant un public. Elle commence bientôt à chanter, et immédiatement Noah est captivé par sa voix. Il sait qu'elle n'est pas la meilleure chanteuse technique dont il ait jamais entendu parler, mais elle est définitivement une chanteuse qui semble vraiment aimer beaucoup son article. Il pense qu'avec le bon entraînement et les bonnes directives, elle peut atteindre la grandeur et commence à envisager de la prendre sous son aile. Avant même que la performance ne se termine, cependant, un groupe de voyous font irruption dans le théâtre et crie à Ali de fermer sa gueule stupide. Tout le public retient son souffle, se demandant ce que ces voyous veulent, tandis qu'Ali reste là, effrayé, alors que les voyous se dirigent vers la scène. Un des employés tente d'intervenir, mais le gros l'écarte immédiatement avant de sauter sur la scène. Il lui crie de payer, affirmant que chanter sur ces scènes ne lui rapportera pas assez d'argent pour payer les dettes de son père. Elle tremblant le suppliant de la laisser partir, car elle essaie de gagner de l'argent et les paiera bientôt, mais le gros lui dit que c'est une façon pourrie de gagner de l'argent, et si elle veut gagner beaucoup d'argent rapidement et facilement, elle doit créer une chaîne sur les réseaux sociaux et y poster des pièges à clics ou des selfies et peut-être son eau de bain. Elle lui dit qu'elle est une fille respectée et ne s'abaisserait jamais à faire des choses pareilles, mais le gros menace de lui casser les deux jambes si elle ne fait pas ce qu'il dit. C'est alors que Noah décide d'intervenir et dit au gros de s'éloigner immédiatement de la fille. Le gros se retourne et dit à Noah de retourner sur les genoux de sa mère et de boire du lait, sinon il le tabassera. Noah s'en moque, il saute de son siège et commence à marcher vers la scène, disant au gros qu'il est illégal de faire assumer aux enfants les dettes de leurs parents par décret de la loi impériale. De plus, il est également illégal de forcer les gens à vendre leur corps pour payer toutes sortes de dettes. Le gros l'attrape avec colère par le col et le soulève dans les airs, affirmant qu'aujourd'hui est le dernier jour de Noah sur Terre, mais il ne sait pas vraiment à qui il parle. D'un simple mouvement de doigt, Noah crée une aura violette menaçante qui projette les trois voyous au sol. Alors que Noah sort son épée et la pointe vers le gros, les voyous réalisent qu'ils sont peut-être surpassés à ce stade, alors ils rembobinent immédiatement leur queue entre les jambes et commencent à s'enfuir. Zoé se dirige vers l'employé blessé et l'aide à se relever, tandis que Noah lui dit qu'il devrait les envoyer vers lui s'ils reviennent jamais à cet endroit pour harceler qui que ce soit. Zoé lui tend une carte de visite, et l'employé est choqué de voir que le garçon devant eux est en fait un prince de ce royaume. Noah ne se soucie pas vraiment des applaudissements, cependant, et se tourne vers Ali et lui demande quelles sont ses dépenses mensuelles. Elle y réfléchit un moment, considérant le fait qu'elle doit aussi s'occuper du traitement de sa mère, et répond que ses dépenses mensuelles devraient être d'environ $600. Noah lui dit qu'il la paiera $2500 chaque mois pour qu'elle puisse travailler sur son chant et s'améliorer. Elle est choquée d'entendre cela et ne peut vraiment pas en croire ses oreilles, tandis que Noah lui dit que son salaire augmentera également à mesure qu'elle s'améliorera. Sur ce, il lui dit de terminer la chanson car il aimerait entendre comment elle se termine, et retourne à sa place. Plus tard dans la soirée, lorsqu'il retourne chez lui, il est accueilli par ses servantes lorsqu'il remarque soudain que les voyous de l'après-midi sont agenouillés la tête contre le sol, implorant une audience pour pouvoir s'excuser. Il sait que ce n'est que maintenant qu'ils ont réalisé qu'il était le prince du royaume, mais il décide de ne pas les recevoir et dit à sa servante de les renvoyer, affirmant qu'un prince n'a pas le temps de rencontrer des gens au hasard. C'est alors que son frère aîné Henri arrive également, affirmant qu'il a pris la bonne décision, car il dévaluerait sa propre autorité de prince s'il parlait à ses ploucs chaque fois qu'il le souhaite. Noah lui dit que ce n'était pas la seule raison pour laquelle il a décidé de les renvoyer, et explique qu'il pense qu'il est toujours vraiment en colère à propos du coup qu'ils ont fait à la fille aujourd'hui, et que cela pourrait les effrayer suffisamment pour ne plus essayer de l'embêter. Henri demande qui est cette fille et pourquoi il semble tant investi en elle. Il affirme qu'elle est une très bonne chanteuse,
et il pense qu'elle peut être un atout pour le royaume si elle continue à s'améliorer. Henry sourit, affirmant qu'il est très jeune mais pense toujours aux complexités de la situation comme un adulte. Il mentionne que Gary a à peu près son âge, mais qu'il agit comme un vrai gamin et n'est pas du tout aussi intelligent que lui. Noah répond poliment que Gary commencera bientôt à comprendre la situation. Il sait que, même s'il les appelle ses frères, Henry et Gary sont de vrais frères de sang car ils sont de la même mère, tandis qu'il a une mère différente. Henry tourne ensuite la conversation vers son épée, affirmant qu'il ne pensait pas vraiment que c'était possible, mais Noah semble sérieusement avoir maîtrisé l'épée. Il demande alors où exactement se trouve l'épée et comment il la porte, car elle est censée être trop grande pour lui de toute façon. Noah se lève et montre comment il fait, utilisant rapidement sa magie pour invoquer l'épée juste devant son frère. Henry était choqué, car c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un sortir des choses de son cul, et demande jusqu'où il l'avait enfoncé et si ça faisait mal. Noah lui dit que ce n'est pas comme ça, et qu'il réduit simplement l'épée à une petite taille et la cache ensuite dans sa propre manche. Henry reste sans voix et se rassoit avec un bruit sourd, affirmant avec un soupir que Noah l'étonne simplement, car cette épée était considérée comme maudite et rangée avec tous les autres trésors nationaux depuis plus de 2 siècles à ce jour, et personne dans l'histoire écrite n'est connu pour avoir conquis cette lame. Plus tard dans la nuit, Noah décide de se rendre à une célébration à laquelle il a été invité et repère les voyous toujours au sol. Le gros s'enrage une fois de plus car il continue d'être ignoré et crie qu'il peut le tuer où il veut, donc il ne devrait pas essayer de faire le fier. En représailles, Noah libère simplement une petite quantité d'énergie de son épée, ce qui ramène immédiatement le gros à genoux une fois de plus. Noah monte alors dans le carrosse et arrive bientôt à sa destination, où un vieil homme nommé Ray l'accueille à l'intérieur. La salle de bal commence immédiatement à bourdonner d'excitation alors que la nouvelle de la présence du 13e prince dans la salle de bal commence à circuler. Ray demande à Noah à propos de l'épée qu'il porte, et il répond que c'est l'épée légendaire que l'on croyait maudite, et qu'elle lui a été offerte par le prince héritier Albert. Cela impressionne immédiatement tout le monde dans la pièce, car il commence à parler du fait que recevoir un cadeau personnel du prince héritier est une très grande affaire. L'un des hommes présents, à l'ego fragile, déblatère immédiatement des absurdités sur le fait que l'épée doit être une réplique jouet, sans réaliser qu'il parlait si fort que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Le bavardage de la pièce s'arrête complètement alors que tout le monde regarde Noah, tandis que le type commence à pisser dans son pantalon en se demandant ce qui va se passer maintenant. Noah ne lève même pas un doigt, mais soudain une aura mortelle émane de son épée et couvre toute la pièce, les mettant en transe. Noah ordonne immédiatement à l'épée d'arrêter, et l'aura disparaît. Alors que Ray est surpris par les pouvoirs, affirmant que tout le monde dans la pièce s'est senti un peu plus proche de la mort, un peu plus tard, il s'assoit sur un petit trône tandis que tout le monde dans la pièce s'avance vers lui pour lui rendre hommage et gagner ses faveurs. Tous lui semblaient assez ennuyeux, mais finalement, un homme blond nommé Alan s'avance et se présente ainsi que sa fille adoptive, Cindy. La fille semblait alertée par la présence de Noah, mais Noah décide d'ignorer cela et demande comment il en est venu à l'adopter. Alan explique qu'il l'a initialement achetée sur un marché d'esclaves, mais elle a montré beaucoup de volonté et de détermination, apprenant très vite tout en étant socialement intelligente. Comme il n'avait pas d'enfant à lui, il a décidé de l'adopter comme sa propre fille. Noah lui sourit, affirmant qu'il aime les histoires comme celle-ci, et invite le duo à revenir à son manoir pour discuter davantage. Alan semblait vraiment ravi du fait qu'il était le seul reconnu parmi eux tous, mais Noah dit à Ray que la principale raison pour laquelle il les a reconnus est que Cindy est en quelque sorte consciente de son pouvoir. Il le démontre en libérant un peu d'énergie de son épée, mais Cindy le reconnaît immédiatement et se retourne pour s'assurer qu'il n'allait pas être attaqué. Quelques jours passent depuis cet incident lorsqu'un jour, alors que Noah se promenait, il rencontre le 8e prince, Oscar, qui décide de faire une promenade avec lui à travers le marché et d'essayer de trouver des choses intéressantes. En parcourant un tas de merde, Noah remarque un grimoire, et dès qu'il le prend, il change soudainement l'une de ses statistiques en rang et s'il s'y intéresse immédiatement et l'achète, mais remarque que son épée semble réagir. Oscar semble reconnaître le livre comme un tome magique créé par un sorcier il y a longtemps, mais le livre s'ouvre soudainement et libère un énorme monstre en plein air. Oscar dit à Noah de reculer et d'aller en sécurité, mais Noah sort simplement son épée et se positionne face au démon. Il essaie de trancher l'être magique mais échoue pour la première fois. C'est alors qu'il décide d'utiliser un peu de magie supplémentaire avec sa prochaine tranchante et la dirige vers le haut pour ne rien détruire d'autre. Ainsi, la créature magique cesse d'exister, tandis qu'Oscar reste là, se demandant à quel point son petit frère est fort à ce stade. Témoin de cet exploit incroyable, l'un des commerçants sort et s'incline jusqu'au sol, demandant à Noah de jeter un coup d'œil à un objet qu'il a dans sa boutique, qui pourrait bien être un trésor. Il ramène les princes dans sa boutique et leur montre une bague magique, affirmant que cette bague n'a encore accepté personne comme propriétaire, et demande à Noah de l'essayer. Noah met la bague à son pouce, et immédiatement la magie s'active et tout son corps se couvre d'une belle armure de plaques. Le commerçant est choqué, mais Noah l'aime vraiment et l'achète sur le champ, mais Oscar refuse de le laisser payer, affirmant que ce sera un cadeau de sa part. Cela réglé,
Il décide de retourner au théâtre pour regarder Ali chanter. Mais au moment où il sort du carrosse, le gros l'attaque avec une épée. Noah utilise immédiatement un bouclier de sa bague pour bloquer l'attaque, tandis que le conducteur du carrosse maîtrise le gros au sol et le capture. Noah ne s'en soucie plus vraiment à ce stade et entre dans l'auditorium pour regarder Ali sur scène, gérant deux hommes ivres qui se battent l'un contre l'autre pour elle. Noah intervient et utilise sa magie pour détruire leurs vêtements, après quoi il s'enfuit du théâtre. Il appelle ensuite le propriétaire et lui dit qu'il est déçu par la sécurité, ou son absence, dans ce théâtre et propose d'acheter l'ensemble de l'endroit. Le propriétaire était un peu hésitant, mais Zoé sort immédiatement $100 000 de son cul, ce qui donne au propriétaire toute la motivation dont il avait besoin, et il vend immédiatement. Zoé remercie le prince, affirmant qu'elle ne pourra jamais rembourser la dette qu'elle a envers lui, mais il lui dit de se concentrer sur le chant, car il veut qu'elle chante un jour devant le roi. Sur ce, il se rassoit dans le public alors qu'Ali commence l'une de ses chansons spécialement pour lui. Le lendemain, toutes les servantes de Noah l'aident à se préparer et lui disent ensuite qu'il a un rendez-vous aujourd'hui. Alors que Noah lit la demande de réunion d'un homme nommé Ded, qui est le gouverneur de la région de Holjoie qui relève du domaine de Noah, il décide d'avoir une bonne conversation avec lui sur l'état actuel de son territoire. Noah dit aux servantes de laisser entrer l'homme et commence ensuite à faire du farming goutte à goutte sans raison. Bientôt, Ded s'agenouille devant Noah et se présente comme le gouverneur général de Holjoie. Il récite tout le discours formel que tout le monde fait en léchant les bottes des royautés, mais Noah lui dit de sauter cette partie et de s'asseoir. Une fois assis, Noah remarque qu'ils se sont déjà rencontrés. Ded l'affirme, disant qu'il est venu le saluer il y a environ 18 mois lorsqu'il a été nommé gouverneur de Holjoie par l'empereur lui-même. Noah lui demande comment se passe son travail actuellement, surtout depuis qu'il y a eu une énorme inondation à Holjoie et que c'est Ded qui doit gérer les conséquences. L'expression sombre sur le visage de Ded donne sa réponse à Noah, et il sait que les choses ne vont pas bien. Holjoie est l'une des principales zones productrices de céréales de l'Empire, mais elle est assez vulnérable aux inondations, tout comme les DMS de n'importe quelle fille d'apparence convenable sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi l'empereur a nommé Ded comme gouverneur, car il vient du pays des mages de l'eau, et tout le monde pensait qu'il pourrait faire quelque chose contre les inondations. Noah décide de comprendre les problèmes auxquels il fait face avant de le juger et demande quel est le problème. Ded répond qu'ils n'ont aucun financement, et sans argent, rien ne peut être fait. Noah ne peut pas le croire car c'était un ordre impérial de débloquer des fonds pour reconstruire Holjoie. Ded répond que le ministère de l'Intérieur retient leurs fonds, et qu'il trouve toujours des excuses chaque fois qu'il essaie de les retirer. Noah comprend maintenant toute la situation et dit immédiatement à Ded de le suivre chez le ministre des Finances Maverick, qui est occupé à manger un steak juteux pour le petit déjeuner. Il continue de se remplir la bouche ridée en demandant ce qui amène un prince à le voir, et Noah passe immédiatement aux affaires. Il demande au vieux bâtard pourquoi il ne donne pas à Ded l'argent dont il a besoin pour reconstruire Holjoie, et Maverick dit qu'il a une bonne raison pour cela. Noah le prévient que s'il dit qu'un enfant ne comprendra pas la raison, il lui fera manger le steak par son derrière. Le vieux gros est agacé, mais il ne peut pas répondre à un prince. Il accepte d'expliquer ses raisons et dit que Holjoie a subi de graves inondations, donc l'empereur a fait preuve de clémence et les a exemptés de payer des impôts pour l'année. Il dit qu'il devrait simplement utiliser l'argent économisé en ne payant pas d'impôts pour reconstruire, et Noah interpelle immédiatement le ministre là-dessus. Il lui rappelle que l'empereur a annulé les impôts parce que les gens de Holjoie n'avaient pas d'argent pour les payer. Il demande à Maverick comment il ose parler comme si les gens de Holjoie avaient de l'argent, et lui demande ensuite s'il le sous-estime parce qu'il est un enfant. Maverick balbutie en entendant cela et décide de changer son histoire. Il dit que le ministère des Finances ne peut pas dégager d'argent pour reconstruire Holjoie pour le moment parce qu'ils construisent une retraite d'été pour l'empereur. Il essaie de convaincre Noah que puisque l'empereur va utiliser la retraite d'été, elle doit être grandiose, et ils construisent une ville entière autour pour lui offrir le luxe qu'il mérite. Ded pense que tout espoir est perdu car ils ne peuvent rien dire lorsque le nom de l'empereur est impliqué, mais il oublie que Noah est littéralement le fils de l'empereur. Il ordonne au vieux bâtard d'arrêter de dire des bêtises parce qu'il manque de respect à l'empereur en disant qu'il veut une villa d'été luxueuse alors que son peuple lutte pour survivre. Maverick sait que s'il est reconnu coupable d'avoir menti sur l'empereur, toute sa famille sera supprimée avec lui, et il tombe immédiatement à genoux, disant à Noah qu'il se méprend sur la situation. Il promet qu'il distribuera immédiatement les fonds à Holjoie et ordonne à ses serviteurs de s'attaquer à la tâche de toute urgence. Noah retourne à siroter calmement son thé après avoir remporté la bataille d'esprit contre Maverick, et Ded est vraiment impressionné par ses compétences en négociation. Il commence à flatter Noah, disant qu'il a des compétences brillantes et qu'il a facilement repéré les contradictions d'un menteur chevronné. Il s'excuse d'avoir essayé de l'utiliser pour obtenir des fonds et se prosterne à terre. Noah réalise aussi que Ded essayait simplement d'utiliser son influence en tant que prince pour forcer le ministre à lui donner de l'argent, mais cela ne le dérange pas parce qu'il aurait aidé son peuple de toute façon. Après avoir obtenu les fonds, Ded part immédiatement pour reconstruire son territoire, et c'est à ce moment qu'un messager arrive du palais pour dire que l'empereur a convoqué Noah d'urgence.
Noah ne perd pas de temps pour retourner au palais et salue son père, qui nourrit des pigeons pour se détendre. L'empereur entame la conversation en félicitant Noah pour avoir complètement vaincu le ministre des Finances avide avec son intelligence, et Noah est sidéré que son père soit au courant de choses qui viennent de se passer. Ses doutes sont si évidents que l'empereur peut les deviner, et il dit à son fils que l'information est la plus grande arme qu'il puisse avoir et qu'il doit la maintenir affûtée. Noah intériorise ce conseil et dit ensuite qu'il a simplement fait ce qui était naturel en soumettant le ministre des Finances. L'empereur répond que faire ce qui est juste n'est pas facile pour la plupart des gens parce qu'ils se laissent influencer par la flatterie et perdent de vue ce qui est bien. Il se retourne et donne une tape sur la tête à Noah, disant qu'il est déjà meilleur que la plupart des gens dans le monde à l'âge de 6 ans. Il demande ensuite à Noah de se lever et commande sa capacité à maîtriser l'épée légendaire Léviathan, dont l'histoire sombre terrifie tous ceux qui tentent de la manier. Noah réalise à quel point l'épée est dangereuse après avoir vu de nombreux exemples, puis son père lui dit qu'il devrait aussi apprendre les techniques pour manier correctement son arme. Pour cela, il a organisé un instructeur d'escrime pour lui. Immédiatement, un chevalier chevronné nommé Damian s'agenouille devant l'empereur et Noah. L'empereur le présente comme le plus grand épéiste de l'Empire et demande à Noah d'apprendre bien de lui. Damian demande immédiatement la permission de l'empereur pour un combat avec le prince parce qu'il veut voir ses compétences brutes et son potentiel avant de le prendre comme élève. L'empereur lui accorde la permission, et Noah réalise que son père fait entièrement confiance à Damian. Damian tire son énorme épée et dit à Noah de l'attaquer comme il veut. Noah prend sa position, mais ensuite son épée commence à agir bizarrement. Il essaie de la maîtriser et attaque Damian, qui est impressionné par sa première frappe. Noah sent les souvenirs des anciens utilisateurs de Léviathan affluer dans son esprit, et il utilise ces souvenirs pour désarmer Damian en quelques coups. Le chevalier accepte la défaite et dit à l'empereur qu'il ne peut rien apprendre à Noah puisque sa technique est déjà au niveau d'un maître épéiste. L'empereur rit fièrement en entendant cela et décide de récompenser la compétence de Noah en le nommant juge en chef de l'examen de sélection des chevaliers de cette année. Noah accepte volontiers la responsabilité parce qu'il sait que tous les guerriers compétents de l'Empire participent à l'examen car le gagnant peut s'élever au rang de noblesse. Il sait que le premier travail du gagnant est de devenir le subordonné du juge en chef, et il sent qu'il peut devenir encore plus fort avec un guerrier fort sous son commandement. L'empereur demande ensuite à Noah s'il veut organiser l'examen en mode élimination ou en format de championnat. Cependant, au lieu de répondre à cela, Noah fait une demande surprenante. Il veut omettre le tour préliminaire régional et organiser tout l'examen dans la capitale afin qu'il puisse juger tous les guerriers lui-même et s'assurer qu'aucun guerrier talentueux n'est éliminé pour des raisons injustes. L'empereur lui dit de faire ce qu'il veut, et sur ce, Noah rentre chez lui. Il parle à Zoé de l'examen de sélection des chevaliers et demande s'il y a un candidat dans son village aussi. Elle l'affirme, disant qu'ils envoient le même gars à l'examen chaque année, espérant qu'il apportera la gloire à leur village. Noah lui dit qu'il n'y a pas de préliminaire cette année, donc ils peuvent envoyer plus de gars, mais le talent n'est pas le problème. Zoé dit timidement à Noah qu'ils n'envoient qu'un seul gars parce que c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre. Même après avoir ouvert une cagnotte en ligne pour le gars, elle dit que tout est cher dans la capitale, des repas au logement, et personne n'a d'argent pour cela. Noah décide de résoudre ce problème aussi, déclarant qu'il couvrira les dépenses de tous les participants afin qu'aucun guerrier talentueux ne perde avant même de se battre. Il convoque immédiatement Dylan et lui dit d'acheter toutes les maisons vides de la capitale, et si cela ne suffit pas pour loger tous les participants, il lui ordonne de construire des dortoirs. Quant au problème de la nourriture, Noah dit au majordome de parler à tous les marchands avec lesquels ils ont des relations, et il va personnellement parler à Alan à ce sujet aussi. Alan lui donne une estimation, mais Noah peut dire qu'il lui a fait une énorme remise qui lui laisserait une perte. Il demande la raison derrière cela, et Alan dit poliment qu'ils ne peuvent pas refuser une demande du 13e prince. Ce genre de flatterie ne va pas marcher sur Noah, et il affirme qu'aucun marchand ne donne son argent sans raison. Alan est surpris que Noah ait deviné ses arrière-pensées et lui dit qu'il y a un examen pour sélectionner les serviteurs du palais royal qui se tient à la même échelle que l'examen de sélection des chevaliers. Il prétend qu'il veut savoir quel genre de personnes y sont sélectionnées, et Noah comprend immédiatement son jeu. Il réalise qu'Alan veut placer une fille dans le palais pour qu'elle puisse lui donner toute nouvelle information qui y circule. En plus de cela, si le roi devient le sugar daddy de la fille, Alan peut empocher beaucoup de profit. Alan devient soudainement nerveux et dit à Noah que sa demande n'est pas liée à cette affaire parce qu'il a déjà envoyé un cadeau pour l'examen de sélection des serviteurs à sa résidence. Noah est impressionné qu'Alan sache comment faire plaisir aux gens, et il décide de le soutenir. Il dit que si c'est une fille qu'il approuve, il la recommandera sûrement pour travailler au palais. Alan est super excité en entendant cela, mais Noah lui dit de se calmer parce que les filles doivent satisfaire pleinement ses demandes. Alan est heureux d'accepter sa condition et fait signe à Cindy, disant qu'il sélectionnera une fille qui répondra à toutes ses demandes. Il s'agenouille ensuite devant Noah, disant qu'il est profondément reconnaissant qu'un prince honore un marchand ordinaire comme lui de sa gentillesse et de son observation aiguë, et qu'il aimerait ajouter l'emblème du 13e prince à ses magasins pour prouver sa loyauté envers lui. Noah est heureux d'entendre cela, mais il avertit Alan qu'il ne pardonnera aucune forme de trahison.
Noah rentre chez lui avec cela et constate que ses stats ont augmenté après avoir pris Alan comme subordonné, mais soudain, il remarque que l'une de ses stats baisse et le rang SS sur son attribut d'eau devient un rang F basique. Noah s'inquiète que quelque chose ait pu se passer dans son territoire d'Almeria, et il dit à Zoé de se rendre immédiatement au palais parce qu'il doit rencontrer l'empereur. Elle transmet son ordre au conducteur de carrosse, et Noah est devant l'empereur quelques minutes plus tard. Il lui dit que quelque chose de grave s'est produit à Almeria, et le ton de la réponse de l'empereur lui fait réaliser qu'il est déjà au courant. L'empereur lui dit qu'il a juste une idée que quelque chose ne va pas, mais il n'y a pas encore de preuves. Juste à ce moment, un serviteur arrive et lui chuchote quelque chose à l'oreille, confirmant ses doutes. L'empereur dit à Noah qu'il a fait du bon travail en devinant que quelque chose n'allait pas parce qu'il y a une rébellion à Almeria. Il demande à Noah quelle ampleur il pense qu'elle a actuellement, et en voyant qu'une seule de ses compétences a baissé, Noah comprend que ce n'est pas une grande rébellion pour le moment. Le roi l'affirme et dit qu'ils ont repéré environ 5000 rebelles à Almeria. Il demande à Noah s'il a des plans pour réprimer cette rébellion lui-même, et il dit que ce ne sera pas possible pour lui parce qu'il est jeune et n'a pas d'expérience au combat, et il ne sait pas si les soldats lui obéiront sincèrement. Il suggère que l'empereur envoie un autre prince pour réprimer la rébellion, et le vieil homme est surpris par l'approche rationnelle de Noah face à ce problème sensible. Il décide de soutenir sa décision et demande s'il nommerait quelqu'un pour éliminer les rebelles. Noah suggère que Henri serait la meilleure personne pour ce travail parce qu'il fait confiance à son jugement. L'empereur envoie Henri avec Noah pour réprimer les rebelles, et Henri demande à Noah s'il est sûr de vouloir que quelqu'un d'autre prenne la gloire parce que le mérite sur le champ de bataille l'aiderait à l'avenir. Noah dit qu'il a besoin d'expérience pour mener ses soldats, et il ne veut pas qu'il meure en vain à cause de son leadership défaillant. Juste à ce moment, son épée réagit à une certaine hostilité, et Noah ordonne immédiatement d'arrêter le carrosse. Il comprend que certains ennemis en veulent à sa vie et décide de les affronter de front au lieu de compter sur l'aide de son frère. Il saute du carrosse, et les torchers le long de la route s'éteignent. Le moment suivant, des piliers d'eau jaillissent du sol pour l'attaquer de tous les côtés, mais Noah les bloque tous en transformant Léviathan en bouclier. Il réalise que les attaquants utilisant l'eau doivent être les rebelles d'Almeria et les abat immédiatement avec son épée habile. Henri est impressionné par sa croissance et dit que ça aurait été bien s'ils avaient pu interroger ces bâtards. Noah lui dit qu'ils peuvent encore le faire parce qu'il ne les a pas tués et les a seulement assommés avec l'aura de son épée. Henri est encore une fois impressionné par son frère, puis dit qu'il avait entendu que les rebelles étaient surtout des cavaliers, donc il ne s'attendait pas à des assassins. Entendre cette déclaration fait réaliser à Noah que quelque chose ne va pas parce qu'ils n'ont pas de bons chevaux de guerre à Almeria. Le lendemain, il va voir Alan et lui dit le secret absolu qu'il y a eu une rébellion à Almeria. Il donne 10 000 $ à Alan pour acheter toute la nourriture pour chevaux sur le marché immédiatement parce qu'il a déjà compris que les rebelles ont acheté les chevaux de guerre de quelqu'un d'autre, mais ils doivent acheter de la nourriture sur les marchés voisins. S'ils ne peuvent rien acheter, ils ne pourront pas obtenir assez de nourriture pour leurs chevaux même après avoir pillé les civils, et ainsi ils deviendront considérablement plus faibles au combat. Peu après, l'empereur appelle Noah pour lui dire qu'il a mis ses hommes pour interroger les assassins, et ils ont réussi à obtenir des informations utiles. Les assassins ne visaient pas à tuer Noah, mais voulaient plutôt le kidnapper et l'utiliser comme monnaie d'échange. Cependant, Noah dit à son père que tout assassin qui parle si facilement ment probablement. L'empereur est fier que son fils ait du bon sens au-delà de son âge, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il a un moyen de savoir si quelqu'un ment ou non. Noah n'est pas vraiment intéressé par l'art de la torture, donc il décide de croire ce que dit l'empereur. L'empereur félicite ensuite Noah pour avoir rapidement traité les rebelles parce que s'il avait été capturé, ils auraient eu du mal à les gérer. En plus de cela, il est heureux que Noah ait pensé à la stratégie de se concentrer sur les chevaux de l'armée rebelle. Les yeux de Noah s'écarquillent de choc parce qu'il a donné l'ordre à Alan d'acheter de la nourriture pour chevaux il y a quelques minutes, et son père le sait déjà. L'empereur continue de féliciter Noah, disant que n'importe qui aurait pensé à la stratégie de la famine, et le prince héritier Albert voulait affamer les rebelles pour en faire un exemple. Cependant, Noah a décidé de se concentrer sur leurs chevaux pour réduire leur force, et il a utilisé son propre argent pour cela. L'empereur lui tape sur l'épaule, lui disant qu'il a de grandes idées et le courage d'agir rapidement, ce qui n'est pas facile à faire. Noah sent un nouveau kink s'éveiller en lui après avoir été félicité par papa, puis l'empereur décide de le récompenser pour sa réflexion brillante. Il permet à Noah d'ajouter une épée à son emblème, ce qui est une plus grande récompense qu'on ne pourrait le penser. Dans une nation de guerriers, personne ne peut ajouter une épée à son emblème sans la permission de l'empereur, et s'ils le font, ils pourraient être exécutés. Pendant ce temps, obtenir l'approbation de l'empereur pour inclure une épée dans l'emblème est un grand honneur pour quiconque, et Noah fait de son mieux pour cacher son excitation d'obtenir cette grande récompense. Un peu plus tard dans la journée, Alan vient rendre visite à Noah, qui marche vers lui à petits pas et met quelques minutes pour l'atteindre. Noah dit qu'il est tôt, et Alan répond qu'il connaît tous les types de nourriture vendus sur le marché et aussi les routes par lesquelles elle est transportée, donc tout acheter ne sera pas difficile. Cependant, il s'inquiète que Carfan, le chef des rebelles,
soit un homme impitoyable qui ne s'arrêtera à rien pour atteindre son but. Il avertit Noah d'être prudent en traitant avec lui. Juste à ce moment, une servante vient lui dire qu'il y a un homme blessé à leur porte. Noah décide de voir ce qui se passe et trouve un chevalier gravement blessé qui s'agenouille devant lui et dit qu'une rébellion a commencé à Almria. Il prétend que son supérieur est également impliqué dans la rébellion, mais il ne l'a pas suivi et est venu ici pour faire un rapport au prince. Alan pense que le chevalier a risqué sa vie pour rien parce qu'ils sont déjà au courant de la rébellion, mais Noah remercie le chevalier et ordonne à sa servante de soigner ses blessures. Il commence à s'éloigner, mais se retourne et ordonne de donner 1000 $ en récompense au chevalier. Alan le suit, demandant pourquoi il brûle son argent en récompensant le chevalier pour des informations qu'il avait déjà. Noah répond qu'il ne récompense pas le chevalier pour ses informations, mais pour sa loyauté et son courage. Plus tard dans la nuit, Zoé entre dans le bureau de Noah, l'air extrêmement bouleversé. Elle s'effondre au sol avant de dire quoi que ce soit, et Noah lui demande ce qui ne va pas. Zoé lui offre d'abord une bourse contenant 500 $, puis une petite bouteille. Elle dit qu'un homme inconnu lui a offert cette récompense pour lui faire boire le somnifère et ensuite le remettre à eux. Noah réalise que les rebelles le veulent à tout prix, et ils sont plus désespérés que les mères célibataires sexy de mon quartier qui ont posté leurs annonces sur tous les sites web. Il demande à Zoé pourquoi elle a apporté la bouteille, et elle commence à pleurer. Elle prétend que les hommes lui ont dit qu'ils la tueraient si elle ne droguait pas Noah, mais elle ne peut jamais le trahir. Noah marche silencieusement vers son bureau et écrit un chèque de 5000 $ pour Zoé, lui disant que c'est sa récompense pour ne pas avoir vendu sa loyauté à bas prix. La tête de Zoé commence à tourner avec ce montant, et elle dit qu'elle ne peut pas l'accepter, mais Noah lui dit d'être une bonne fille et de prendre la récompense. Elle commence à pleurer et à le remercier, mais Noah dit qu'il a besoin qu'elle fasse quelque chose pour lui. Il lui dit qu'il va boire le médicament et s'évanouir, et ensuite elle va l'emmener aux hommes qui l'ont contacté. Il lui dit de s'enfuir dès qu'elle le leur aura remis pour qu'il ne la fasse pas taire. Zoé est terrifiée à cette pensée, mais Noah a décidé de rencontrer les rebelles désespérés. Quelques heures plus tard, il se réveille au milieu de nulle part et entend les ravisseurs parler du fait que le tuer est un dernier recours et qu'ils doivent le garder en sécurité selon les ordres de Carfan. Noah laisse la drogue se dissiper complètement avant d'évaluer sa situation et constate que ses mains et ses jambes sont attachées. Cependant, les rebelles seraient nuls à jouer à Search and Destroy parce qu'ils n'ont pas réalisé que Noah cachait Léviathan dans son oreille cette fois-ci au lieu de son derrière. Il le sort et le ramène à sa taille normale avant d'utiliser son anneau magique pour créer une lame d'eau pour couper la corde qui l'attache. Ensuite, il décide de voir ce qui lui est arrivé à travers les souvenirs de son épée. Il se voit assis inconscient dans son bureau et Zoé qui s'enfuit tandis que les rebelles l'entourent. Ils ont décidé de l'ignorer parce que faire sortir Noah de son manoir était la priorité absolue, et ils l'ont amené dans un carrosse ouvert. Une fois le récapitulatif terminé, Noah se prépare à affronter les rebelles qui font une pause autour d'un feu de camp. Le chef du groupe s'énerve contre celui qui a fait les nœuds, et ensuite Noah saute avec son épée. Les bandits le sous-estiment et lui disent de se rendre gentiment parce que son frère n'est pas là pour le protéger cette fois-ci. L'un d'eux sort son épée pour battre Noah et le recapturer, mais il ne peut même pas faire un pas en avant que Noah ne charge sur lui et ne lui ouvre toutes les veines et artères du cou. Alors que le premier rebelle meurt, les autres sont intimidés, et Noah dit qu'il voulait obtenir des informations, mais tout le monde ici est un idiot qui ne sait même pas que ce n'était pas Henry qui a vaincu les assassins. Les rebelles se préparent à se battre, mais Noah les bête tous sans effort. Juste à ce moment, il voit Zoé conduire un groupe de chevaliers vers lui et lui demande ce qu'elle fait ici. Zoé lui dit qu'elle s'inquiétait pour lui et a amené les chevaliers pour le sauver, mais il n'y en avait pas besoin puisque tous les rebelles sont déjà vaincus. Noah appelle le capitaine des chevaliers et lui dit d'emmener les rebelles. Un des rebelles laisse tomber une dague d'aspect étrange, et un chevalier est sur le point de la ramasser, mais Noah sent que quelque chose ne va pas et lui dit immédiatement d'arrêter. Il ordonne à tout le monde de reculer tandis qu'il s'approche de la dague qui émet une forte énergie maudite qu'il peut sentir grâce à sa maîtrise de Léviathan. Il se souvient vaguement des rebelles parlant de la dague maudite qu'ils utiliseraient pour le tuer si les choses tournaient mal. Il peut sentir la haine de l'homme qui a maudit la dague, et pendant un bref instant, il voit aussi son visage. Noah reconnaît immédiatement le chef des rebelles et décide de s'occuper de lui personnellement. Il parle à Léviathan, demandant s'il peut l'aider à exécuter son plan parce que ce serait assez facile pour une épée légendaire de l'eau comme lui. Léviathan brille pour donner une réponse positive, et Noah canalise son énergie maudite pour tirer un jet d'eau maudite vers le ciel. Le jet maudit monte au-dessus des nuages et à mi-chemin à travers l'Empire, atteignant Carfan et le frappant. Le lendemain, l'empereur convoque Noah à nouveau et s'agenouille à son niveau pour lui taper sur les épaules pour l'exploit extraordinaire qu'il vient d'accomplir. Il a reçu le rapport que le chef des rebelles a été trouvé mort avec un trou en plein milieu du front créé par un jet d'eau, et il sait que personne d'autre que Noah n'aurait pu faire cela. Noah l'affirme, disant qu'il a utilisé la haine dans la dague maudite pour verrouiller le chef rebelle et ensuite a fait un headshot sans viser sur lui à des centaines de kilomètres de distance. Une fois que les rebelles perdent leur chef, c'est une tâche facile pour Henry de les réprimer, et bientôt toutes les personnes derrière cela sont arrêtées. Une grande assemblée est convoquée pour décider de leur punition,
et l'empereur ordonne que les coupables soient écartelés, et vous pouvez juste chercher ce que cela signifie sur Google. Tout le monde est heureux de la punition donnée aux rebelles, mais ensuite Noah s'avance et s'agenouille respectueusement devant l'empereur, lui disant qu'il ne devrait pas faire cela. Tout le monde est pris au dépourvu en entendant cela, surtout l'empereur, qui demande ce qu'il veut dire. Noah dit que tout le monde devrait être puni selon la loi, et il n'est pas mentionné d'exécuter qui que ce soit en les écartelant. Les chefs rebelles doivent être coupés en deux, et le reste des gens est envoyé au goulag selon la loi, et Noah insiste pour qu'ils la suivent. L'empereur demande comment il peut refuser la manière la plus brutale de mourir pour les gens qui se sont rebellés sur son territoire, et Noah répond simplement que si l'empereur enfreint la loi, cela aura un effet négatif sur sa réputation et sur les gens. Tout le monde est laissé sans voix en entendant cela, mais l'empereur décide de suivre ce que Noah veut. Il dit qu'ils suivront la loi, mais ajoute ensuite qu'il veut que les criminels reçoivent la punition maximale que la loi permet sans aucune pitié. Noah n'a pas de problème avec cela, et l'empereur ordonne au Premier ministre de s'assurer que la loi est suivie pour punir les rebelles. Toute la cour commence à louer Noah pour s'être opposé à l'empereur avec tant d'audace et avoir corrigé son erreur, et il commence à le flatter comme une future légende. Même l'empereur est fier que Noah lui ait tenu tête, et il décide de le récompenser pour l'avoir empêché d'enfreindre la loi. Il réfléchit un moment et décide ensuite de récompenser Noah avec un titre. L'empereur prétend que si n'importe lequel de ses enfants peut lui tenir tête, c'est une autre chose s'ils le font pour la bonne raison. Noah a fait exactement cela et a montré à toute la cour à quel point il était intelligent et courageux. C'est pourquoi l'empereur lui décerne le titre de prince sage, et le changement est immédiatement reflété dans la fenêtre de statue de Noah. L'empereur va même jusqu'à dire que si Noah était né il y a 10 ans, cela aurait été encore mieux, mais il ne dit pas clairement qu'il aurait été un prétendant au trône. La cour commence soudainement à acclamer Noah en entendant cette déclaration. Puis l'empereur l'interroge sur les préparatifs pour le prochain examen de sélection des chevaliers. Noah demande la permission de partager ses plans plus tard, et l'empereur l'affirme. Après les procédures de la cour, ils vont à une zone de fontaine où Noah commence à siroter du thé tandis que 4 serviteurs l'entourent avec des seaux d'eau à la main. Au signal de Noah, ils essaient de l'éclabousser et de le mouiller, mais Noah utilise simplement le bouclier dans son anneau pour arrêter leurs attaques. L'empereur ne comprend pas ce que cela signifie, donc Noah lui dit qu'il va demander à tous les participants de l'attaquer comme ça et juger leurs compétences sur la base de la proximité de leur attaque avec lui. L'empereur est impressionné par cette méthode innovante, mais il pense qu'il y a des risques impliqués dans cette méthode. Noah déclare avec confiance qu'il s'occupera de quiconque sera assez fort pour percer ses défenses, et l'empereur est encore une fois impressionné par lui. Plus tard dans la nuit, l'empereur se rend dans la salle du trône avec le Premier ministre, qui pense que sa remarque que les choses seraient différentes si Noah était né plus tôt était inutile devant la foule. L'empereur en rit simplement, disant qu'il le pensait parce que Noah est vraiment spécial. Cependant, il est aussi un peu inquiet à cause de l'énorme puissance de Léviathan. Malgré le fait que sa vraie puissance soit toujours scellée, il ordonne à son serviteur de sortir un trésor spécial, pensant qu'on dit que le vrai sceau de Léviathan ne doit jamais être brisé, mais peut-être que Noah peut contrôler la pleine puissance de l'épée légendaire. Quelques jours plus tard, l'examen de sélection des chevaliers commence en grande pompe, et des participants de tout le pays viennent montrer leur talent. Toute la population de la capitale est également là pour assister à l'examen de sélection car c'est comme le Super Bowl pour eux, et beaucoup ont parié les économies de toute une vie sur leur guerrier préféré. Un participant, qui ressemble à la forme adulte de Gans s'il avait trempé dans l'eau toute la nuit, s'avance pour prouver sa valeur. Dès qu'il atteint l'arène, il s'agenouille devant Noah, qui boit du thé sans le moindre souci. Le guerrier tire son épée et la fait tournoyer pour échauffer ses poignets, puis attaque Noah. Cependant, Noah active immédiatement les boucliers de sa bague, bloquant l'attaque du participant. Il continue d'essayer de changer d'angle pour porter un coup, mais le bouclier s'ajuste en conséquence, et l'homme ne parvient à rien. Après quelques coups, son épée se brise en deux, et les arbitres mettent fin au test. Ainsi, un autre guerrier échoue à franchir les défenses impénétrables de Noah, et la foule se demande si quelqu'un pourra réellement atteindre le sage prince, qui pourrait mourir d'avoir bu trop de thé avant que quiconque ne l'atteigne. L'empereur observe également l'examen de loin avec son assistant personnel, qui lui dit que les gens sont bien plus excités par l'examen de sélection des chevaliers de cette année par rapport aux autres années. Il dit que cela doit être parce qu'un prince prend personnellement des risques pour juger les guerriers, mais l'empereur se moque de ce genre de conneries basiques. Il dit que la seule chose qui compte est la sélection de guerriers compétents, et il est impatient de voir le genre de personnes que Noah présélectionnera. Peu après, c'est le tour d'un mage, et il déchaîne une puissante déflagration de feu vers Noah. La foule se tait en voyant son attaque terrifiante, mais quand le mage est fatigué, Noah émerge indemne car il a utilisé une barrière magique pour se protéger. Le participant tombe à genoux tandis que la foule acclame son prince. Noah se sent un peu déçu car il est maintenant soir et il a bu plus de thé qu'un foyer britannique n'en boit en une année, mais il n'y a pas eu de participant remarquable. C'est alors que l'arbitre annonce que c'est le tour du dernier participant de la journée, et une dame blonde aux yeux rouges monte sur l'arène. Elle semble anxieuse et à bout de souffle,
mais au moment où elle tire son épée et prend sa posture, quelque chose dans son attitude change. Elle se précipite pour attaquer Noah, qui invoque immédiatement son bouclier, et, pour changer, l'attaque de la fille traverse son bouclier. Elle n'a pas encore fini, et elle commence à pousser fort jusqu'à ce que le bouclier de Noah se brise et que son épée le frappe à la poitrine. La foule a un haut le cœur en voyant son prince blessé, et les chevaliers arrêtent immédiatement la fille. Ils pensent que puisqu'elle a blessé un prince, elle sera sévèrement punie, mais Noah se relève et leur dit de laisser la fille, qui se présente comme Shirley Grant. Noah lui dit qu'elle est reçue, et tout le monde est stupéfait d'entendre cela, surtout Shirley, qui n'arrive pas à croire que le prince lui pardonne alors qu'elle l'a poignardé. Plus tard, Noah appelle Shirley dans sa chambre et dit que son armure a l'air vraiment belle. Elle le remercie et dit qu'elle est transmise dans sa famille depuis des générations. Elle ne peut contrôler sa curiosité et demande à Noah ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'elle avait réussi le test, car il devrait plutôt donner une punition. Noah lui dit qu'elle n'est pas coupable d'avoir blessé un noble car il l'avait cherché. Il lui ordonne de l'attaquer à nouveau avec la même attaque, et Shirley se demande si elle a endommagé un nerf qui a rendu le prince stupide. Cependant, il lui dit que si elle est un chevalier, elle doit obéir aux ordres de son maître, et elle se lève immédiatement et prend sa posture. Elle se jette sur Noah avec la même attaque qu'elle a utilisée plus tôt, et il invoque son bouclier pour la bloquer. Cette fois, l'attaque de Shirley ne peut percer son bouclier, peu importe la force qu'elle utilise, et Noah la repousse nonchalamment tout en rétractant le bouclier. Il lui dit que s'il l'avait voulu, il aurait pu utiliser ce bouclier pendant le test et cela aurait sûrement bloqué son attaque, et cela signifie qu'il aurait pu éviter de se blesser s'il l'avait voulu. Noah dit à Shirley que le devoir d'un chevalier est de suivre les ordres de son seigneur, et il voulait voir si quelqu'un avait la force et le cran de suivre son seul ordre, qui était de l'attaquer de toutes ses forces. Il n'a pas d'utilité pour un chevalier qui se retiendrait par peur, et puisque Shirley a obéi à l'ordre de l'attaquer même après l'avoir blessé une fois, il a compris qu'elle avait ce qu'il fallait pour être son chevalier. Shirley est totalement émue par sa détermination et sa logique, et elle s'agenouille immédiatement, jurant sa loyauté éternelle à Noah pour le reste de sa vie. Il est heureux de l'entendre car même si ce type de serment n'est pas considéré comme officiel, cela signifie beaucoup venant d'un chevalier de caractère. C'est alors que Zoé arrive avec le docteur, qui commence à examiner la blessure de Noah. Il dit que ce n'est qu'une égratignure et la guérit immédiatement, ce qui choque Shirley. Elle remarque qu'ils n'ont pas de docteur dans son village, donc elle n'a jamais vu personne guérir une coupure avec une technique médicale appropriée. Noah est curieux et demande comment les gens qui ne peuvent pas se payer un docteur se soignent, et Shirley répond qu'il demande à l'ancien du village de prier pour eux ou d'exorciser leur maladie. Le docteur Chauve commente que c'est assez courant chez les gens pauvres et incultes, et Noah lui demande si le moyen le plus rapide de devenir docteur est de commencer comme apprenti d'un vrai docteur. Le docteur confirme, et Noah donne immédiatement à Shirley son premier travail. Il lui demande d'amener les personnes les plus intelligentes et travailleuses de son village, puis demande au docteur de les prendre comme apprentis. Le docteur accepte sans hésitation, mais Shirley est stupéfaite par le geste de Noah. Elle s'incline pour le remercier, et Noah lui dit d'apprendre l'étiquette appropriée des chevaliers car aucun chevalier ne s'incline ainsi. Le lendemain matin, Shirley se réveille dans la chambre qui lui a été assignée dans le manoir de Noah, et elle nous donne à tous une session Préparez-vous avec moi avant de partir travailler avec grande excitation. Elle tombe sur Zoé en chemin, qui lui demande si elle a bien dormi, et Shirley dit que même si la chambre était plutôt bien, elle n'a pas beaucoup dormi. Elle commence à discuter alors qu'elles marchent ensemble, et bientôt elle rencontre des servantes qui bavardent et gloussent au lieu de travailler. Zoé leur demande ce qu'elles font, et les servantes répondent qu'elles profitent de leur passe-temps favori qui est de deviner quel genre de fille Noah épousera. Shirley est choquée d'entendre cela et leur rappelle que Noah n'a que 6 ans pour le moment, mais les servantes lui disent que la plupart des princes se sont mariés avant l'âge de 15 ans dans leur empire. Elle croit que Noah est le célibataire le plus éligible de l'empire en ce moment, et il y a beaucoup de cafés ouverts près de son manoir car beaucoup de filles viennent l'apercevoir chaque jour. Les servantes disent que tout le monde aime Noah, y compris Zoé, qui devient timide en entendant cela. Les servantes commencent à la coincer, disant qu'elle a même commencé à apprendre la magie récemment pour impressionner Noah, et elle bégaye en répondant qu'elle veut juste être utile à son maître. Elle s'éloigne précipitamment avec ça, et alors que les servantes la trouvent adorable, Shirley ne peut que la regarder. Plus tard, elle se rend au bureau de Noah alors qu'il reçoit un rapport d'un chevalier expérimenté sur l'examen. Le capitaine remarque que tous les nouveaux chevaliers que Noah a choisis sont tout à fait excellents, et leurs capitaines d'escadron sont très reconnaissants. Noah signe les documents et dit au chevalier que cela n'aurait pas été possible sans l'aide d'hommes dévoués comme lui. Noah demande ensuite à Shirley de raccompagner le chevalier, et elle s'agenouille devant lui alors qu'il est sur le point de partir. Le chevalier est pris au dépourvu par cela et lui dit que cette formalité est inutile car ils sont du même rang. Il réalise soudain que Noah a envoyé la fille avec lui pour en apprendre plus sur l'étiquette chevaleresque, et il lui conseille de rester avec le prince car elle ne trouvera pas de meilleur maître. Peu après, Noah organise une fête où Ali se produit et ensorcelle tout le monde avec ses chansons. Alan et Cindy s'agenouillent devant lui et le remercient de les avoir invités,
et Noah répond qu'il a organisé cette fête spécialement pour les remercier de leur aide à faire de l'examen de sélection des chevaliers un succès. Il leur dit que tout le monde à la fête est un marchand ayant des liens étroits avec lui, et Alan décide de créer des connexions précieuses avec eux. C'est alors que Zoé arrive avec une lettre adressée à Noah, et elle se sent un peu mal à l'aise de la lui donner car le nom de l'expéditeur n'y figure pas. Noah quitte la fête avec Shirley et Zoé pour ouvrir la lettre. Zoé dit que la personne qui a livré la lettre l'a laissé tomber et s'est enfuie dès qu'elle a vu les gardes, et cela rend tout le monde suspicieux. Shirley lui dit que cela peut être dangereux, donc elle devrait être celle qui l'ouvre, mais Noah vérifie avec Léviathan et trouve que la lettre est sûre. Elle contient des informations top secrètes que les rebelles restants préparent quelque chose, et Noah réalise qui a déterré ces informations pour lui. Il est sûr que le chevalier qui a risqué sa vie plus tôt pour l'avertir de la rébellion doit toujours être en mission, et Zoé et Shirley sont impressionnés par sa loyauté et son dévouement. Noah, cependant, pense que le chevalier est plus stupide qu'il n'est courageux car être un espion n'est pas facile sans un entraînement approprié. Il contacte immédiatement Henry pour s'occuper de l'affaire et arrêter le chevalier, mais quand il reçoit une réponse de son frère aîné, Noah se sent accablé de culpabilité car ses pires craintes se sont réalisées. L'apprenti espion a été attrapé par les rebelles et torturé, mais il a refusé de parler. Heureusement, les hommes d'Henry l'ont sorti du danger avant qu'il ne perde la vie, mais il est toujours dans un état critique. Noah pense que tout cela est de sa faute car s'il avait un réseau de renseignements solide, le chevalier n'aurait pas eu à risquer sa vie. Il envoie immédiatement Zoé organiser les meilleurs soins médicaux pour le chevalier car il ne peut laisser un homme si loyal mourir. Le lendemain, Noah se rend au marché et prend Shirley avec lui comme garde. Elle continue d'être distraite par les boutiques car des choses comme ça n'existent pas dans son petit village. Noah lui rappelle d'être alerte tout le temps car elle est en service, et Shirley fait de son mieux pour ignorer toute distraction. Elle demande à Noah s'il est là pour acheter quelque chose, et il répond qu'il veut acheter un cadeau pour Henry puisqu'il l'a aidé à sauver le chevalier. Noah va dans une boutique de cadeaux de luxe et demande au marchand présent un objet qui convient à un prince. Le marchand sort immédiatement des bijoux rares et d'autres objets précieux qui font tomber la mâchoire de Shirley, mais Noah n'est pas vraiment intéressé par tout cela. Il remarque un objet recouvert d'un tissu et demande au boutiquier de le lui montrer. Le marchand enlève immédiatement le tissu pour révéler une belle statue de verre de la déesse. Noah est enchanté par la beauté de la statue et demande au marchand s'il est même possible de faire un design aussi complexe avec du verre. Le marchand répond que cette statue est l'œuvre d'un artisan légendaire mort il y a longtemps. L'art de faire des sculptures de verre aussi détaillées a disparu avec l'homme, et actuellement il n'y a que 2 de ces statues dans le monde. Noah achète instantanément la statue pour Henry et donne au marchand 10 000 $ plus un bonus pour avoir apporté un objet si incroyable. C'est alors que le 8e prince, Oscar, arrive également là, et il est assez surpris de voir Noah. Il dit qu'il est là pour trouver quelque chose d'intéressant, quand soudain ses yeux tombent sur la statue de verre. Il reconnaît immédiatement la statue et son créateur, disant qu'il ne s'attendait jamais à ce que le marchand trouve la seconde. Noah lui demande s'il sait où est la première statue, et Oscar répond qu'il l'a. Dès que Noah entend cela, il attrape la statue et la fracasse sur le sol, laissant tout le monde abasourdi. Noah dit au marchand de se calmer car il recevra toujours son paiement et un peu d'argent supplémentaire pour couvrir les frais de nettoyage. Il dit qu'il y a une énorme différence entre avoir 2 copies d'une œuvre d'art et être la pièce unique qui existe, et c'est ce qu'il vise. Il dit au marchand de répandre la nouvelle que la seconde statue de la déesse qu'il a trouvée a été brisée, et qu'il n'en reste plus qu'une dans le monde. Cela augmentera énormément la valeur de la statue d'Oscar, et le 8e prince est stupéfait par la brillance de Noah. Peu après, Noah rentre chez lui, et Shirley remarque que depuis qu'elle a commencé à le servir, elle a surprise après surprise. Elle affirme qu'elle ne comprend pas pourquoi Noah a brisé cette statue inestimable, et il répond que ce n'était qu'un objet, et les objets ne peuvent jamais être un vrai trésor. Noah dit que le vrai trésor ce sont les amis que l'on se fait en chemin, et aussi les gens qui sont prêts à risquer leur vie pour lui. C'est particulièrement vrai dans son cas car ses stats augmentent en fonction de sa relation avec les gens autour de lui, et rendre un énorme service à Oscar lui a donné un boost significatif. Shirley est émerveillée par son idéologie, et puis Noah lui dit qu'elle fait aussi partie de son trésor. La vie de Noah en tant que prince génie continue après cela, et 6 ans passent en un flash, et le prince de 12 ans est prêt pour de nouveaux défis et opportunités. Noah est seul à la table du petit déjeuner alors que Zoé le sert, mais son attention est sur la nouvelle servante nommée Jiggy, qui est occupée à regarder par la fenêtre. Noah lui demande si quelque chose la tracasse, et elle répond que la queue de gens apportant ses cadeaux d'anniversaire est toujours en plein essor même après 3 jours. Noah comprend pourquoi cela a laissé sa nouvelle servante si perplexe, et Zoé lui dit que l'année dernière les cadeaux n'ont pas cessé d'arriver pendant toute une semaine. Jiggy panique en entendant cela, et Noah explique qu'il ne peut pas simplement recevoir les cadeaux et en finir. Il doit soigneusement faire une liste de chaque cadeau et de son expéditeur, ce qui n'est pas un travail facile. C'est pourquoi il a une de ses servantes les plus fiables, Evelyn, à cette tâche, et il peut se la couler douce grâce à elle. Après avoir fini son petit déjeuner, Noah se rend au quartier général du ministère des Affaires militaires, car l'empereur l'a personnellement assigné à y travailler.
Il atteint la chambre du ministre des Affaires militaires, qui n'est autre que le 4e prince, Henri. Henri et un chevalier accueillent Noah avant de passer aux affaires. Henri dit qu'ils ont reçu un ordre impérial d'envoyer une armée sous le commandement du capitaine de chevalier Ria pour réprimer une rébellion dans les parties sud de leur empire. Les barbares se rebellant contre eux sont trop confiants et impitoyables, et c'est pourquoi il prévoit de les écraser avec toute leur force, mais Henri veut l'opinion de Noah à ce sujet avant d'agir. Son plan a du sens pour Noah, qui regarde Ria, qui est un subordonné direct d'Henri et un chevalier qui a prouvé sa compétence de nombreuses fois sur le champ de bataille. Noah croit qu'ils peuvent faire confiance à Ria pour le travail, mais avant cela, il ne lui pose qu'une question sur combien de soldats il prend vraiment avec lui. Le chevalier commence à transpirer et hésite à donner une réponse, ce qui énerve Henri, et il exige une explication immédiate. Ria tombe au sol et demande pardon, mais Noah calme Henri, disant que ce n'est rien de sérieux. Il rappelle à Henri que les généraux en guerre reçoivent des fonds de la cour impériale en fonction du nombre de soldats qu'ils prennent, mais certains généraux incluent des marchands et d'autres aident quand ils font la liste pour obtenir plus de fonds qu'ils peuvent mettre dans leur poche. Ria s'excuse à nouveau auprès d'Henri, qui est furieux contre sa tactique à vide, mais Noah demande aux deux hommes de se calmer un instant. Il dit à Ria que c'est tout à fait dans ses droits s'il veut embaucher plus de gens pour aider son armée, et il peut prendre une petite part pour lui-même sur les fonds. Henri réalise aussi que s'ils enregistrent des non-soldats, ils peuvent se vanter d'avoir une armée plus grande qu'en réalité, ce qui effrayera leurs ennemis. Il félicite Noah d'avoir compris la malversation de son subordonné ainsi que son impact positif possible sur la guerre. Cependant, Noah lui dit qu'ils ne peuvent pas utiliser cette méthode pour tromper leur ennemi cette fois car l'empereur leur a ordonné d'avoir une victoire parfaite, et ils ne peuvent prendre aucun risque. Il demande à Ria combien de non-soldats il a enregistrés pour la guerre, et le chevalier effrayé répond qu'il a ajouté environ 2000 non-soldats. Noah lui ordonne de rapidement obtenir un nombre égal de vrais soldats, et Ria n'a d'autre choix que d'accepter son ordre. Après cela, Noah écrit une note pour le ministère des Finances et dit à Ria de la leur donner. La note lui donnera des fonds équivalents à 2000 soldats pour des dépenses diverses, et Ria peut garder tout cet argent pour lui. Le capitaine de chevalier ne comprend pas pourquoi il reçoit de l'argent pour avoir été corrompu, mais Noah lui dit froidement qu'en échange de cet argent supplémentaire, il doit livrer une victoire parfaite. Henri est impressionné par la façon dont Noah utilise toutes les méthodes possibles pour motiver ses subordonnés, et alors qu'il rentre chez eux, il demande à son petit frère s'il n'a pas encore connu la guerre. Noah confirme et regarde ses stats qui sont toujours au niveau 1 car il n'a jamais combattu une vraie bataille. Dans l'Empire, la plupart des enfants royaux meurent jeunes, et même si les raisons officielles sont toujours une maladie quelconque, ils sont pour la plupart assassinés par d'autres membres de la royauté qui veulent plus de pouvoir. C'est pourquoi tous les enfants royaux sont considérés très précieux, et ils ne partent jamais à la guerre avant d'être adultes, sauf si l'empereur leur ordonne directement. Henri dit à Noah qu'il a déjà 12 ans et qu'il devrait avoir une expérience du vrai combat. Noah répond qu'il se précipitera sur le champ de bataille dès que l'empereur l'ordonnera, et Henri lui dit qu'il n'aura pas beaucoup de difficultés puisqu'il manie une épée magique légendaire. C'est alors que le carrosse d'Henri s'arrête brusquement alors qu'une fille court devant. Elle supplie quelqu'un de la sauver, et bientôt un groupe d'enfants sort des ruelles sombres également. Derrière eux se trouvent des voyous qui veulent les capturer et les expédier vers l'île d'Epstein. Ils attrapent les filles et essaient de les emmener quand Noah sort et leur ordonne d'arrêter. Les voyous ne réalisent pas à qui ils parlent, et ils disent à Noah de retourner boire le lait de sa maman. Noah n'est pas provoqué par leurs insultes de faibles et leur demande leur numéro d'enregistrement car le commerce d'esclaves non enregistrés est illégal dans l'Empire. Les voyous passent à la violence quand on les interroge, mais Noah invoque rapidement Léviathan et les taille en pièces, les assommant sans les tuer réellement. Tout le monde est impressionné par son habileté, même s'ils ne le reconnaissent pas vraiment. Noah marche vers les enfants pour les réconforter, quand soudain un vieil homme frêle sort de l'ombre et le salue. Il déclare ouvertement qu'il est le cerveau derrière le commerce d'esclaves et avertit Noah qu'il ne devrait pas s'en mêler car il a le soutien du premier prince, Gilbert. Noah réalise que le vieux bâtard doit être un des partenaires d'Epstein pour être si rusé et audacieux, et il se demande comment il devrait gérer la situation maintenant. Le vieil homme lui dit de laisser les filles et de prétendre qu'il n'a rien vu, mais Noah ne peut pas transiger là-dessus. Il demande à Henri s'il connaît ce type, et il n'y avoir jamais vu son visage à vomir. Noah dit qu'il ne sait pas non plus qui il est, et alors que le vieil homme essaie de s'expliquer, il utilise l'énergie maudite de Léviathan pour l'assommer. Noah déclare alors haut et fort que même les vauriens sans nom prétendent travailler pour le premier prince de nos jours. Il dit que les gens ordinaires pourraient être trompés par lui, mais lui et son frère ne se laisseront pas berner. Le public croit ce que dit Noah après qu'un homme l'ait identifié comme le sage prince. Noah ordonne ensuite aux soldats de traîner ces hommes à la résidence du premier prince et de lui dire qu'ils utilisaient son nom faussement. Pendant ce temps, il décide d'emmener les enfants chez lui pour les réconforter comme MJ le faisait probablement à l'époque. Henri est impressionné par la réflexion rapide de Noah, et il explique que si les hommes travaillaient vraiment pour Gilbert, ils ne pouvaient pas les tuer, mais ils ne pouvaient pas laisser les gens voir un prince regarder un commerce d'esclaves illégal et ne rien faire. C'est pourquoi il les a fait passer pour des imposteurs et les a livrés à Gilbert,
qui les éliminera probablement comme des responsabilités. Plus tard, alors que Noah et Henry dînent, le majordome vient délivrer des nouvelles importantes. Henry lui demande ce qui s'est passé, et le majordome répond qu'un messager du premier prince Gilbert est venu délivrer un message sur les voyous qu'ils ont attrapés. Gilbert les a remerciés d'avoir attrapé les imposteurs utilisant son nom et a dit qu'il se préparait à les envoyer au tribunal pour une punition appropriée, mais ils ont bu du poison et ont mis fin à leur jour. Noah sait que Gilbert a réduit ces types au silence lui-même. Il demande à Henry si Gilbert dirige vraiment une compagnie d'esclaves clandestine, et il confirme, disant que Gilbert vit une vie de luxe et gaspille l'argent sans raison, donc il doit avoir des affaires illégales. Noah ne peut pas blâmer son frère aîné pour gaspiller de l'argent car, malgré être le premier prince, il est le fils d'une concubine et ne peut jamais devenir le prochain empereur. Noah pense que le commerce d'esclaves et les domaines privés qu'il possède ne sont qu'une couverture pour quelque chose de bien plus sinistre, et Henry est stupéfait de voir à quelle vitesse son frère de 12 ans a compris cela. Le lendemain, Noah dit aux enfants qu'il a sauvés, qu'il a tiré quelques ficelles et qu'ils sont maintenant libres de rentrer chez eux. Cependant, les enfants n'ont pas de maison où retourner car ce sont leurs familles qui les ont vendus en premier lieu. Noah réalise que s'ils y retournent, leurs familles les vendront à nouveau, donc il décide de les prendre sous son aile. Il ordonne au majordome d'organiser des chambres et des emplois pour eux, et si quelqu'un veut étudier, il devrait s'en occuper aussi. La chef des filles est stupéfaite en entendant cela et demande à Noah s'il va les acheter. Il répond qu'il ne les achète pas, et ils sont libres de le quitter quand ils veulent, mais s'ils restent avec lui, il ne tolérera aucune trahison. Le majordome leur dit de remercier Noah et les emmène avec lui. Alors qu'il les regarde partir, Noah se souvient de sa philosophie que les gens sont des trésors, et cela lui rappelle quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps. Il appelle Evelyn à son bureau, et elle commence à rapporter que tous ses cadeaux d'anniversaire ont été collectés. Noah répond qu'il le sait déjà, puis glisse une enveloppe vers elle. Evelyn est curieuse à ce sujet, et Noah lui dit qu'elle est libérée de son service pour qu'elle puisse devenir un officier gouvernemental en charge d'une région dans son territoire. Evelyn ne sait pas comment répondre à être promue mère depuis servante, et Noah dit qu'elle est la plus intelligente de ses servantes, et juste le servir est un gaspillage de son talent. Evelyn est prête à refuser la promotion juste pour servir Noah, mais il lui dit que si elle prouve être une bonne administratrice, les gens le féliciteront d'avoir un bon œil pour le talent. Il lui ordonne de quitter le manoir et de travailler pour lui, et c'est tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Peu après, Noah est convoqué par l'empereur, qui a entendu comment il a défendu l'honneur de Gilbert. Noah répond que tout cela n'était qu'une coïncidence car son seul but était de sauver les enfants et de capturer les criminels. Il réalise que Gilbert a rapporté l'affaire à l'empereur lui-même pour éviter toute répercussion et aussi paraître innocent devant tout le monde. L'empereur dit alors qu'il est malheureux qu'ils aient encore de tels criminels impurs en liberté dans ce monde. Il demande à Noah quelle est la punition pour eux, et il dit que selon la loi, le meneur doit se faire couper le bras droit, et tous les autres doivent être envoyés servir l'armée en Afghanistan. L'empereur dit que Noah a confronté les criminels ouvertement et les a arrêtés, mais si c'était lui, il serait allé sous couverture et se serait fait battre par les criminels pour les prendre en flagrant délit. Le Premier ministre plaisante que ce serait un crime contre la famille impériale et les criminels seraient exécutés, et pendant que tout le monde rit, Noah décide de vérifier les faits. Il dit que si l'empereur est sous couverture et que le criminel ne sait pas qui il frappe, ce sera une simple agression et non un crime contre la famille impériale. La cour se tait en entendant cela, et Noah sent qu'il est allé trop loin en corrigeant le Premier ministre dans une situation hypothétique. Cependant, avant qu'il ne puisse s'excuser, l'empereur rit et dit au Premier ministre qu'il a gagné le pari. Noah est confus maintenant, donc l'empereur lui dit qu'il a parié avec le Premier ministre pour voir si Noah pouvait corriger ses erreurs quand il s'agissait de comprendre la loi. Noah se demande à quoi ça sert de le tester, et sa réponse vient instantanément alors que l'empereur le nomme nouveau ministre de la Justice. La cour s'emballe en entendant cela, et ils acclament Noah, disant qu'il est seulement le deuxième prince après Henri à être fait ministre. Noah ne sait pas comment réagir, mais l'empereur et le Premier ministre sourient et échangent un regard satisfait, ce qui ne fait que le confondre davantage. Plus tard cette nuit-là, il va profiter du chant d'Ali, mais son esprit est toujours occupé par ce qui s'est passé à la cour. Il pense qu'il y a une raison plus profonde derrière la nomination de l'empereur en tant que ministre de la Justice. Cependant, il décide que rien ne sortira d'une réflexion excessive pour le moment et décide de profiter du spectacle à la place. En même temps, l'empereur reçoit un rapport inquiétant du Premier ministre, et il décide de le laisser gérer cela car il doit s'occuper d'une affaire encore plus importante qu'il ne peut plus retarder. Le lendemain, Noah se rend au ministère de la Justice, qui va devenir son nouveau bureau. Shirley ouvre la portière de la calèche, et Noah marche devant les employés du ministère de la Justice, qui l'attendent avec impatience. Une fois qu'il atteint son bureau, le vice-ministre, Vinay, le salue, et Noah pense qu'il doit être assez talentueux et travailleur pour avoir atteint ce poste à un si jeune âge. Noah l'interroge sur les fonctions du ministre de la Justice, et Vinay lui dit qu'il a deux missions principales. La première est de coordonner tous les tribunaux à travers l'Empire Mir,
et la seconde est de traiter directement les crimes graves, comme la rébellion qui a eu lieu dans son territoire il y a 6 ans. Noah demande à Vinay s'il agit également comme juge dans certaines affaires, et il confirme. La question suivante de Noah le prend au dépourvu lorsqu'il demande au vice-ministre combien d'argent il reçoit de pots de vin annuellement. Vinay commence à transpirer alors qu'il n'y avoir jamais accepté de pot de vin, mais Noah lui dit que ça ne le dérange pas et qu'il veut juste savoir combien d'argent il gagne. Il promet qu'il oubliera tout cela dès qu'ils auront quitté la pièce, et Vinay décide de lui faire confiance. Il déclare qu'il n'est pas aussi corrompu que le reste des officiels ici, donc il accepte à peine plus de $1000 de pots de vin par an. Pendant ce temps, les personnes qui travaillent sous ses ordres prennent 10 fois plus de pots de vin que lui, mais il ne peut pas les suivre à cause d'une règle qu'il s'est imposée. Il dit à Noah qu'il n'accepte pas de pots de vin dans les affaires de meurtre parce qu'elles sont trop faciles à exposer, et si l'accusateur est aussi une personne violente, il pourrait devenir une victime lui-même. Pour conclure sa déclaration, Vinay affirme qu'il n'accepte un pot de vin que dans les cas qui peuvent pencher dans un sens ou dans l'autre. En entendant cela, Noah lui rédige immédiatement une nouvelle fiche de paie, lui donnant un salaire annuel de $5000, soit 10 fois plus que ce qu'il gagne avec les pots de vin en un an. Vinay est choqué de voir cela, et Noah lui dit qu'en échange, il n'acceptera aucun pot de vin tant qu'il travaillera ici. Vinay réalise maintenant pourquoi l'empereur a fait d'un enfant de 12 ans le ministre de la Justice. Il refuse l'augmentation de salaire, disant à Noah qu'il arrêtera d'accepter des pots de vin même sans cette incitation. Il s'engage à travailler loyalement pour la cause de Noah à partir de maintenant, et même si Noah se méfie un peu de ses motivations cachées, il obtient une assez bonne augmentation de statistiques en faisant de lui un subordonné, alors il l'accepte comme son loyal disciple. Plus tard dans la nuit, Oscar organise une soirée fancy dans son jardin pour féliciter Noah d'être devenu ministre. Noah le remercie pour la fête, et Oscar répond qu'il est vraiment heureux que Noah soit devenu le deuxième prince ministre après Henri dans le règne de 50 ans de leur père. Noah demande s'il y a une raison pour laquelle leur père a fait de lui le ministre de la Justice, et Oscar répond avec désinvolture que l'empereur l'apprécie beaucoup. Noah ne peut pas contester cela car Henri avait accompli diverses prouesses sur le champ de bataille pour être nommé ministre de l'armée. D'un autre côté, lui n'a encore rien fait qui lui donne l'impression de mériter d'être le ministre de la Justice. Cependant, il y a autre chose qui le préoccupe. Il demande à Oscar s'il se souvient de l'histoire sur la façon dont leur empire était autrefois sur le point d'être détruit par des forces internes. Oscar se souvient de l'histoire, et la raison derrière cela était que le prince héritier était désigné à la naissance, et les autres princes ne prenaient même pas la peine d'essayer. Ils ont commencé à vivre leur vie dans le plaisir, ont gaspillé les finances de l'empire et ont créé des problèmes, donc l'empereur a changé le système. Il a veillé à donner à tous les princes un territoire à gouverner, ainsi qu'une éducation de qualité, afin qu'ils deviennent des dirigeants capables. Oscar demande à Noah pourquoi il évoque cela maintenant, et il répond que peut-être l'empereur a d'autres intentions en le nommant ministre. Oscar est choqué en réalisant que Noah soupçonne que leur père prévoit de faire de lui le prince héritier d'une manière ou d'une autre. Il se lève brusquement, ce qui interrompt les célébrations, et juste à ce moment, son majordome arrive pour délivrer un message. Ce message rend Oscar sobre, et il dit à Noah que sa théorie était juste. Il vient d'apprendre que l'empereur va faire de lui le ministre des Finances demain, et il fait probablement tout cela pour faire pression sur Albert afin qu'il élève son niveau de jeu. Dans une autre partie de la ville, une escouade de gardes royaux prend d'assaut un bâtiment et arrête un ministre et ses complices qui tramaient un complot contre l'empereur. Le premier ministre informe l'empereur de cela, disant que le ministre a admis qu'il essayait de forcer le roi à démissionner pour que le prince héritier Albert puisse monter sur le trône. L'empereur comprend qu'Albert est prince héritier depuis 30 longues années, et il doit penser qu'il est grand temps qu'il mette ses fesses sur le siège royal. Cependant, il n'y a aucune preuve qu'il ait été impliqué dans ce complot, et l'empereur ne peut rien lui faire. Il demande ensuite au Premier ministre des nouvelles de l'affaire concernant Oscar et apprend qu'Oscar avait déjà une idée de ce qui allait se passer. L'empereur est interloqué en entendant cela, mais dès qu'il apprend que Noah était avec lui, il attribue immédiatement le mérite d'avoir décodé son plan au plus jeune prince. Il dit que ses fils aînés, Gilbert et Albert, ne sont pas assez capables de diriger ce pays, et que son espoir repose sur Henri, Oscar et Noah. Il sera heureux que n'importe lequel d'entre eux monte sur le trône, tant qu'il surmonte ses épreuves. Le lendemain, Noah reçoit un rapport sur le complot contre l'empereur, et il est censé agir en tant que juge pour cette affaire. Vinay lui demande ce qu'il doit faire, et Noah connaît la raison de son hésitation, tout pointe vers Albert dans le complot, mais ils n'ont pas de preuves réelles contre lui. Personne ne sait qu'il existe des dispositions pour que les membres de la famille impériale reçoivent des peines légères, mais dans le cas où ils tentent de renverser l'empereur, ils seront exécutés en étant coupés en deux. Cependant, exécuter le prince héritier pour rébellion contre l'empereur ébranlerait tout l'empire, et Noah sait que son père ne voudrait pas cela. Il peut dire que l'empereur ne veut pas que le nom d'Albert apparaisse dans l'affaire, mais si des interrogatoires plus poussés sont menés, quelqu'un pourrait balancer et le révéler. Gardant tout cela à l'esprit, Noah parvient à un jugement et se dirige directement vers le bureau de l'empereur pour lui annoncer le verdict. Il dit que tous les impliqués dans le complot seront immédiatement exécutés,
et l'empereur est content de cette décision. Noah sait que normalement les criminels seraient exécutés le jour annuel de l'exécution, mais il peut utiliser son pouvoir en tant que ministre de la Justice pour accélérer ce processus afin que le nom d'Albert ne soit pas mentionné. L'empereur est heureux d'entendre cela, et il ordonne immédiatement à son serviteur d'ajouter 1000 $ au salaire annuel de Noah. Il lui tapote personnellement le dos et lui dit de continuer à faire un travail exceptionnel comme celui-ci, ce qui rend Noah encore plus certain que tout cela concernait Albert. Sur ce, Noah retourne au ministère de la Justice, où Shirley accourt vers lui pour l'alerter d'une urgence. Noah trouve les chevaliers gardant le ministère terriblement blessés, avec l'un d'eux mort. L'autre chevalier lui dit que les intrus sont toujours à l'intérieur. Noah dit à Shirley de contacter Henry pour des renforts, mais ensuite il réalise que le timing de cette attaque est suspect. Il change son plan et dit à Shirley de rassembler leurs alliés et de barricader le ministère, ne laissant personne entrer ou sortir sauf lui. Il dégaine Léviathan et se dirige à l'intérieur du bâtiment pour trouver plus de soldats morts et des officiels terrifiés. Noah dit à tout le monde de se faire discret et trouve bientôt l'un des intrus en train de poignarder un officiel. Il se précipite sur l'intrus et le neutralise rapidement. L'attaquant essaie d'utiliser du poison pour se donner la mort, mais Noah utilise ses boucliers-bagues pour l'empêcher de l'ingérer. Juste à ce moment, 3 autres intrus arrivent, et ils chargent Noah, qui les expédie rapidement avec ses talents d'escrimeur génial. Il les empêche également de boire le poison, et peu de temps après, Vinay arrive en courant. Il est étonné de voir que Noah a vaincu tout le monde tout seul, mais Noah veut connaître le nombre de victimes. Vinay lui dit qu'à part leur garde, tous les rebelles qu'ils ont capturés l'autre jour sont morts, et Noah réalise immédiatement que ces hommes sont des assassins envoyés par Albert pour faire disparaître ses preuves. Il se coupe immédiatement avec Léviathan, choquant Vinay. Cependant, Noah lui dit que les assassins ont fait cela et lui demande quelle est la peine pour avoir grièvement blessé un prince. Vinay dit que les agresseurs sont exécutés immédiatement, et Noah lui dit de procéder ainsi. Il reçoit ensuite des soins pendant que Vinay revient l'informer que l'exécution est terminée. Noah est content d'avoir empêché les assassins d'être arrêtés et de révéler le nom d'Albert, et il maudit ce stupide prince héritier d'être si imprudent. Le lendemain, il est convoqué par l'empereur, qui lui demande comment il se sent. Noah répond qu'il se sent mieux maintenant, et ensuite l'empereur lui demande si les assassins étaient vraiment assez compétents pour blesser quelqu'un comme lui. Noah savait que l'empereur poserait cette question parce que son réseau de renseignements lui aurait tout raconté. Noah invente une histoire diplomatique sur l'importance de l'état d'esprit par rapport aux compétences, quelque chose que seul le roi peut comprendre parce qu'il vibre sur la même fréquence. Il prétend qu'il est vraiment fier de Noah et souhaite que tous ses fils lui ressemblent. Noah est content d'entendre cela, et après cela, l'empereur l'invite à faire une promenade. Il parle du fait que 9 empereurs sur 10 qui étaient appelés grands dirigeants ont eu une fin embarrassante. Noah réalise qu'il se compte lui-même parmi les grands dirigeants, ce qui est évidemment vrai, et si le complot d'Albert avait réussi, il aurait été humilié comme un vieil homme sénile incapable de contrôler ses fils. Il comprend aussi que l'empereur ne punit pas Albert parce que même cela entacherait sa réputation d'empereur qui a abandonné son prince héritier. Il a soudainement une idée et demande une faveur à l'empereur. Il dit qu'il a nommé Henry, Oscar et lui ministre, ce qui est une chose très nouvelle dans la longue histoire de l'Empire. Noah dit que certaines personnes pourraient trouver des défauts à ce système, donc il devrait nommer quelqu'un pour les superviser et s'assurer qu'ils font bien leur travail. L'empereur pense qu'il peut demander à son premier ministre de confiance de s'en occuper, mais Noah a d'autres plans. Il suggère que l'empereur peut nommer Albert comme prince premier ministre car il est au-dessus des 3 dans la hiérarchie, et il peut les superviser et les coordonner. L'empereur se fâche contre cette suggestion et dit immédiatement à Noah de rentrer chez lui et de se reposer jusqu'à ce que ses blessures soient complètement guéries. Il commence à s'éloigner, mais alors Noah lui rappelle que n'importe qui avec 4 neurones peut comprendre qu'Albert est devenu impatient après être resté coincé en tant que prince héritier pendant 30 ans. Il a besoin d'un peu plus pour être satisfait, et Noah veut que l'empereur nomme Albert comme son mandataire tout en gardant le dernier mot sur les affaires lui-même. L'empereur pense que cela donnerait à Albert plus de pouvoir que n'importe quel ministre, ce qui ne serait pas une bonne chose, et il pourrait bloquer les affaires importantes pour qu'elles n'arrivent pas à son attention. Noah a une solution pour cela aussi. Il dit que si les 3 princes ministres estiment qu'Albert a fait une erreur en rejetant une affaire importante, ils peuvent directement faire appel à l'empereur lui-même. Ainsi, Albert n'aura aucun pouvoir réel, mais il aura toujours un titre qui le fera paraître important. L'empereur est vraiment impressionné par cette idée géniale, et il remercie Noah de l'avoir soulevée. Il accepte de mettre en œuvre ce système bientôt, puis ébouriffe les cheveux de Noah en disant que c'est dommage qu'il ne soit pas né plus tôt. Noah comprend aussi que son père est un homme sage qui peut rapidement comprendre ce qui est le mieux pour son peuple, et plus son règne dure longtemps, plus les citoyens seront heureux. L'empereur déclare ensuite que Noah mérite une récompense pour son idée, et qu'aucune somme d'argent ne suffit. Il dit à son assistant qu'il se dirige vers la salle au trésor, qui est pleine d'objets inestimables de l'histoire de leur empire. L'empereur rappelle comment Noah a autrefois choisi la bague bouclier dans le trésor, et il lui demande de choisir un objet cette fois également.
Noah utilise immédiatement Léviathan comme un radar pour trouver quelque chose de valeur et trouve une petite boîte. L'empereur est surpris de le voir choisir cela, et dès que Noah ouvre la boîte, une tornade de feu ardente l'engloutit. Le feu prend la forme d'un puissant monstre, et Noah a l'impression que c'est exactement comme quand il a dû combattre un monstre pour prendre le contrôle total du Léviathan. Il invoque immédiatement le Léviathan et réalise que ce trésor est une autre arme douée de conscience qu'il doit vaincre pour en devenir le maître. Le monstre crache soudain du feu dans sa direction, mais le Léviathan a un avantage de type contre lui, et Noah l'utilise pour trancher la flamme. Il projette ensuite un jet d'eau maudite directement dans l'œil du monstre, le vainc et le transforme en une bille rouge lumineuse qui tombe directement dans sa main. Dès que Noah l'attrape, la tornade de feu disparaît et l'orbe rouge se transforme en une bague avec un emblème de feu sur le dessus. Noah vérifie ses statistiques et découvre que son attribut de feu a soudainement grimpé au rang C après avoir obtenu la bague, ce qui lui fait réaliser que l'anneau est très puissant. L'empereur s'approche de lui demandant s'il va bien. Noah le rassure, et l'empereur est agréablement surpris qu'il ait réussi à dompter l'arme intelligente appelée luthier. Noah met la bague à son doigt, et elle brille vivement pendant quelques secondes tandis que l'empereur le félicite, disant qu'il a choisi un objet très précieux sans aucune hésitation. Noah répond qu'il semble effectivement très puissant, et l'empereur dit qu'il va préparer une cible pour qu'il puisse la tester. Noah répond qu'il a déjà une meilleure idée, et il emmène l'empereur à l'extérieur et s'attaque soudainement avec les flammes de luthier. L'empereur a peur en voyant cela, mais Noah dit « Papa, du calme », car il annule les flammes avec le pouvoir du Léviathan. Il utilise cela pour confirmer sa théorie selon laquelle le Léviathan est légèrement plus fort que luthier, mais l'anneau de feu n'est pas une plaisanterie non plus. Il brûle le sol autour de Noah sans effort, mais la chaleur et les dégâts ne vont pas au-delà car Noah utilise le Léviathan en même temps pour le contrôler. L'empereur est émerveillé en voyant cela, et il confie l'anneau à Noah, lui demandant de l'utiliser pour le bien de leur empire. Quelques jours plus tard, l'empereur convoque Noah car il a besoin de ses conseils pour une affaire compliquée concernant la famille royale. L'empereur dit à Noah que son jeune frère, Graham, a un fils qui est un tyran et qui gouverne son territoire avec des lois cruelles. Récemment, il a tué quelqu'un lors d'une dispute alors qu'il était ivre, et c'est un crime grave. L'empereur dit que cela serait puni sévèrement si c'était une personne normale, mais comme Graham appartient à la famille royale, il a déclaré que le crime de son fils était dû à sa mauvaise éducation et en a assumé la responsabilité. L'empereur dit que Graham a proposé de payer une amende pour protéger son fils de la punition, mais Noah ne pense pas qu'il puisse le faire. Il se souvient du cas d'Ali et dit que tout comme un enfant ne peut être tenu responsable des dettes de ses parents, un parent n'est pas légalement responsable des crimes de son enfant. L'empereur répond qu'il a dit la même chose, mais que son frère insiste. Noah lit le rapport et découvre que Graham est prêt à payer 30 000 $, soit 250 fois ce qu'une famille normale vivant dans la capitale gagne en un an. L'empereur demande à Noah ce qu'ils peuvent faire, et il refuse clairement d'accepter l'amende de quelqu'un qui n'a pas commis le crime, même s'il s'est porté volontaire pour la donner. Soudain, l'empereur demande s'ils peuvent instaurer une loi pour collecter des amendes volontaires en échange de peines plus clémentes, et Noah réalise ce que son père essaie de faire. L'empereur avoue et dit que le trésor royal n'est pas en bon état à cause des campagnes constantes de secours en cas de catastrophe et de la répression des rebelles. Noah comprend la situation, mais il n'est pas d'accord avec l'idée de l'empereur et dit que s'ils adoptent une telle loi, il dirait au peuple que rien n'est un crime tant qu'on peut payer des amendes. Il affirme que cela ferait du système judiciaire de leur empire une plaisanterie, et comme seuls les riches pourraient payer les amendes, la corruption au plus haut niveau du gouvernement monterait en flèche. Noah dit à son père qu'ils doivent résoudre le problème du manque de fonds par des méthodes meilleures et plus morales, et l'empereur réalise son erreur. Il appose soudainement son cachet sur un document et le donne à Noah, annonçant que pour sa sagesse exceptionnelle, il est par la présente nommé conseiller de l'empereur. Noah reste à fixer le papier pendant que l'empereur lui dit que c'est juste un poste honorifique et qu'il n'en tire aucun avantage supplémentaire. Cela lui donne une idée pour résoudre leurs problèmes financiers, et il suggère à l'empereur qu'au lieu de laisser les gens payer des amendes pour échapper à la punition, ils peuvent leur faire payer des frais pour gagner des honneurs. Il donne un exemple, ils peuvent accorder un titre honorifique de chevalier aux personnes qui font un don de 1 000 $ à l'Empire, car cela leur donnerait de l'honneur sans leur donner de réelle autorité en l'absence de talent. Noah dit que cela demanderait un travail de fond compliqué, mais tout le monde aimerait être honoré directement par l'empereur, et il paierait cher pour cela. L'empereur réfléchit un instant et réalise que l'idée de Noah est brillante car ceux qui ont tout l'argent du monde aspirent à plus de renommée. Il ordonne à son assistant de convoquer Oscar, et Noah prend immédiatement congé en réalisant que s'il restait dans la discussion plus longtemps, il empiéterait sur le domaine de son frère. En sortant, il aperçoit les domestiques rassemblés autour du trou qu'il a créé avec luthier. Un domestique senior arrive et lui dit que tout le monde est très curieux à propos de ce trou, et qu'un type est même tombé dedans en essayant de voir quelle était sa profondeur. Noah tend un sac d'argent liquide pour le traitement du pauvre type, puis demande au domestique à propos de l'objet qu'il transporte. Il révèle qu'il s'agit d'une paire de scarabées rhinocéros pour le 16e prince, qui n'a que 3 ans et adore faire combattre des scarabées. Cela donne une autre idée à Noah, et alors qu'il rentre chez lui,
Il invoque les formes miniatures du Léviathan et de l'Hutier pour les faire se battre l'un contre l'autre. Il commence immédiatement à en découdre, et Noah peut voir qu'ils possèdent toutes les compétences de leurs anciens utilisateurs. Il les observe attentivement pour en apprendre davantage, puis constate que le Léviathan est clairement le plus fort alors qu'il tranche l'Hutier en deux. La nouvelle servante regarde le combat avec excitation, et Noah décide d'organiser un autre match entre les deux armes intelligentes. Il découvre que l'Hutier est très compétitif et veut gagner la revanche, mais il perd encore. À sa grande surprise, le combat simulé a de réelles conséquences, et il monte de niveau après que le Léviathan a tué l'Hutier. Il continue de les faire combattre chaque fois qu'il a du temps et constate que l'Hutier s'améliore rapidement. Il finit par parvenir à battre le Léviathan, et grâce à sa progression, l'attribut de flamme de Noah augmente également. En dehors de cela, Zoé est également devenue plus habile en magie pour aider Noah, et maintenant elle peut lancer un sort pour voir ses statistiques. Elle est surprise de voir qu'il a monté de niveau sans vraiment combattre personne et dit qu'il peut monter de niveau jusqu'à l'infini simplement en faisant combattre ses poupées invoquées. Noah lui dit que ça ne va pas se passer comme ça, car il n'a fallu qu'un seul combat pour atteindre le niveau 2, mais il en a fallu 10 de plus pour atteindre le niveau 3. Il dit qu'il a besoin de plus d'objets magiques comme celui-ci pour comprendre comment il fonctionne. Soudain, Henry arrive, il a déjà tout vu, et il félicite Noah pour sa méthode innovante consistant à faire combattre ses armes. Il lui tend ensuite une boîte et dit que le nid de monstre est prêt à être nettoyé. Noah se souvient que le nid de monstre est un terrain de chasse géré par l'armée où tous les princes vont pour leur première campagne. Henry lui dit qu'une fois qu'il ouvrira la boîte magique, il saura de combien de soldats il aura besoin pour l'accompagner en fonction de sa force. Dès que Noah ouvre la boîte, celle-ci se transforme en un morceau de papier avec le chiffre 1 écrit dessus. Noah demande si cela signifie qu'il devra y aller seul, et Henry est choqué car rien de tel ne s'est produit dans l'histoire de leur empire. Plus tard dans la nuit, Zoé dit à Noah qu'un messager de l'empereur est arrivé pour délivrer un message personnel, et il s'avère que c'est le chevalier nommé Reyes. Noah s'agenouille devant lui, puisque quiconque délivre un message personnel de l'empereur porte temporairement son autorité. Reyes dit à Noah que sa campagne au nid de monstre a été reportée, et une fois le message terminé, il s'agenouille devant lui pour le saluer. Noah sait que Reyes est un subordonné direct de Henry Ben et qu'il est un serviteur de haut rang considéré comme faisant partie de la famille. Il lui demande pourquoi la campagne a été reportée, et Reyes répond que l'empereur était si heureux d'apprendre la force de Noah qu'il a décidé d'organiser sa première campagne à une échelle encore plus grande. Noah décide d'utiliser le temps qu'il a d'ici là pour en apprendre davantage sur les objets magiques intelligents. Il se rend dans sa boutique de cadeaux préférée pour demander s'il a des objets magiques avec une volonté propre. Le marchand répond qu'il n'a rien de tel, alors Noah lui donne une grosse bourse d'argent pour chercher des objets correspondant à la description. Il quitte le magasin avec cela, mais Shirley est curieuse de savoir pourquoi Noah a payé le marchand autant, même s'il n'avait aucune information utile, surtout compte tenu du fait que l'Empire a besoin de meilleures décisions financières. Noah répond que c'est comme ça que les royaumes fonctionnent, quand soudain il entend un homme intimider un marchand parce qu'il refuse de lui vendre un article qui avait été réservé par un autre client. L'homme est plein d'assurance et dit aux badauds de retourner à leurs affaires car ils ne veulent pas avoir affaire à lui. Noah s'avance vers lui et lui dit d'arrêter, et l'homme change immédiatement d'attitude en le voyant. Cependant, il est toujours arrogant et confiant alors qu'il se présente comme Dalem, un membre de la maison du premier prince Gilbert. Il dit qu'il travaille au ministère de la maison impériale, et qu'il y a vu Noah une fois. Noah se moque de qui il est ou de l'endroit où il travaille et dit à Dalem que ce qu'il vient de faire était illégal. Dalem se moque de lui, disant qu'il est ministre de la justice, mais qu'il ne sait toujours pas que les personnes travaillant au ministère de la maison impériale ne peuvent être reconnues coupables d'aucun crime, sauf de trahison envers l'Empire et le pays. Noah sait que Dalem a raison, et il a l'air assez expérimenté pour justifier sa confiance en lui. Normalement, il n'aurait pas pu faire quoi que ce soit, mais il a aussi un tour dans son sac. Il rappelle à Dalem que puisqu'il est membre de la maison de son frère, il est censé s'agenouiller quand il le salue, tout comme Reyes s'est agenouillé devant lui la nuit dernière. Dalem panique en réalisant que Noah l'a pris en défaut sur un point de procédure. Il essaie de s'agenouiller, mais Noah ordonne immédiatement à Shirley de l'arrêter, et elle le cloue au sol en une fraction de seconde. Dalem essaie de le menacer, disant qu'il ne devrait pas s'en prendre à la maison du premier prince, mais Noah lui dit froidement de se taire car il l'a insulté, lui ainsi que le prince Gilbert. Il déclare publiquement que Dalem, un membre de la maison du prince Gilbert, l'a insulté, et qu'il sera puni pour cela. Il demande si quelqu'un a un fouet, et les marchands sont très disposés à l'aider. Dalem est attaché au poteau, mais il continue d'ordonner aux gens de l'aider sinon ils subiront un sort horrible. Tout le monde a terriblement peur de lui, et entre-temps, Shirley demande quelle est la punition. Noah dit que la punition pour avoir utilisé l'autorité de la famille impériale pour commettre des actes de tyrannie et d'être puni de mort, et Dalem réalise qu'il est fichu. Shirley comprend la mission et fouette le pauvre type à mort tandis que les marchands l'encouragent car ils en avaient assez de Dalem. Noah est assis sur un banc à proximité, attendant que tout soit fini, et bientôt Shirley vient lui rapporter que Dalem est mort.
Noah lui dit de tout rapporter aux gardes et de mentionner les crimes dont il a accusé Dalem. Après cela, il lui demande d'apporter une paire de menottes, qu'il met pour se rendre au manoir du premier prince Gilbert. Les gardes sont choqués de voir un prince menotté, mais Noah dit qu'il doit s'excuser auprès de son frère pour ses actions. À ce moment-là, le majordome de Gilbert arrive pour escorter Noah à l'intérieur. Une fois qu'il rencontre Gilbert et lui raconte tout ce qui s'est passé, le premier prince dit à Noah qu'il n'avait pas d'autre choix dans cette affaire. Noah répond qu'il aurait dû d'abord le consulter, mais Gilbert répond que ça lui va. Il prétend ne se souvenir de personne nommée Dalem à son service, et son majordome répond qu'il a été envoyé au ministère de la maison impériale il y a quelques années. Gilbert dit qu'il se souvient maintenant qu'il a renvoyé Dalem pour avoir été une personne horrible, et qu'il ne fait plus partie de sa maison. Il ordonne à son majordome de libérer Noah des menottes, puis le remercie d'avoir sauvé sa réputation en s'occupant de Dalem, qui utilisait son nom pour son profit personnel. Là-dessus, Noah rentre chez lui, et Shirley demande quel était l'intérêt d'aller voir Gilbert menotté alors qu'il était si désinvolte à propos de l'affaire. Noah répond que Gilbert avait l'air calme, mais qu'il était furieux à l'intérieur. Cependant, il ne pouvait pas se permettre de faire une scène car il sait que l'empereur favorise davantage le 13e prince. Noah dit que Gilbert le voit sûrement comme un ennemi pour avoir perturbé son trafic illégal d'esclaves et éliminé Dalem, mais il doit maintenir la façade du bon grand frère qui a rapidement accepté les excuses sincères de son jeune frère. Shirley est impressionnée par sa rapidité d'esprit, mais Noah est sûr que Gilbert ne restera pas silencieux longtemps. Le lendemain, le majordome de Noah, Dylan, l'informe qu'un visiteur du ministère de la maison impériale est là pour le voir. Le visiteur se présente comme Or et prétend avoir été tellement impressionné par la façon dont Noah a traité Dalem qu'il veut travailler sous ses ordres. Il est prêt à faire tout ce que Noah dit pour avoir une chance, et Noah décide de le prendre. Cependant, il est assez méfiant, et dès qu'Or part, Noah ordonne à Dylan de découvrir tout ce qu'il peut sur lui. Le lendemain, alors que les servantes de Noah le préparent, Dylan vient lui faire part de ses découvertes sur le type nommé Or, qui mourait d'envie de devenir le subalterne de Noah l'autre jour. Dylan dit qu'Or a fait des efforts astucieux pour cacher ses origines, mais la vérité est que lui et ses parents sont d'anciens serviteurs du premier prince. Le majordome explique comment les nobles gèrent les affaires de leur maison de manière très stricte, et c'est pourquoi les interactions de leurs proches serviteurs avec le monde extérieur sont limitées. Parfois, les nobles peuvent recommander à leurs serviteurs de se marier entre eux, et les enfants issus de tels mariages sont automatiquement intégrés à la maison du noble. Dylan dit à Noah qu'il est évident qu'Or est ici comme espion pour le prince Gilbert, et il le confirme. Il ordonne au majordome de ne révéler cette information à personne, car maintenant qu'ils savent qu'Or est un espion, ils peuvent l'utiliser à leur fin. Dylan est d'accord et loue ensuite l'observation et l'intuition de Noah pour avoir deviné les véritables intentions d'Or dès la première rencontre. La vérité est que ce n'est pas l'instinct de Noah qui l'a rendu méfiant envers Or. Lorsqu'il a accepté Or comme subalterne, ses statistiques n'ont pas augmenté, même légèrement, et cela a rendu évident qu'il ne lui était pas loyal. Soudain, Dylan informe Noah d'une autre affaire, lui disant que le propriétaire de son magasin de cadeaux préféré est là parce qu'il a trouvé la chose que Noah cherchait. Noah est content que les $10 000 qu'il a payés au marchand aient porté leurs fruits, et il le convoque immédiatement. Le marchand salue humblement Noah, qui lui dit d'en finir avec les politesses et d'apporter l'objet. Le marchand fait signe à ses hommes d'apporter un grand tableau dans la pièce, et il enlève le tissu qui le recouvre pour révéler le portrait d'une belle fille. Noah s'approche de la peinture pour l'inspecter de près, et le marchand lui dit que la peinture s'appelle Iwawa et qu'elle a été réalisée par un artiste célèbre. Il dit que ce n'est pas une peinture ordinaire, et à la façon dont le Léviathan y réagit, Noah peut affirmer qu'elle est maudite. Le marchand est satisfait de son observation et ordonne à ses hommes d'apporter une seconde peinture presque identique à l'œuvre originale. Le marchand révèle qu'il s'agit d'une réplique qui a été peinte en même temps que l'Iwawa original, mais il y a une grande différence entre elles. Noah voit que la fille sur la peinture originale semble un peu plus âgée que celle de la réplique, et il réalise que la fille à l'intérieur de la peinture grandit et vieillit avec le temps. Il est intéressé d'en apprendre davantage, alors il dégaine le Léviathan et utilise son pouvoir pour trancher la peinture, laissant le marchand abasourdi. Cependant, au lieu d'être endommagée, la peinture commence à briller d'une teinte verte, et la fille piégée à l'intérieur ouvre les yeux. Elle sort lentement de la peinture, et la mâchoire du marchand se décroche sous le choc. La fille commence à léviter devant la peinture et regarde Noah avec une douce nostalgie. Le marchand reste là, stupéfait, mais apparemment Noah peut communiquer avec la fille par télépathie. Elle lui dit que la peinture a été faite avec son sang. Le peintre l'a tuée et a mélangé son sang à la peinture pour créer cette œuvre d'art maudite, et à cause de cela, son âme a été piégée à l'intérieur. La fille dit qu'elle veut récompenser Noah de l'avoir libéré, et il lui demande immédiatement de lui jurer fidélité. La fille fantôme n'y voit pas d'objection, et elle jure de lui rester éternellement fidèle. Elle commence alors à agir comme un dauphin et plonge dans et hors de la peinture. Le marchand essaie encore de comprendre comment une peinture maudite s'est transformée en cela, mais Noah réalise qu'il a brisé les chaînes de la fille avec le Léviathan, lui permettant de sortir librement de la peinture.
Elle essaie juste de montrer sa nouvelle liberté, mais Noah n'est pas intéressé par cela. Au lieu de cela, il est plus heureux d'avoir obtenu un petit bonus de statistiques sur son attribut de terre, et il décide d'investir davantage dans la fille fantôme pour l'avenir. La fille fantôme, Iwawa, ne peut communiquer que par télépathie et dit à Noah qu'elle peut lui être utile. Il lui demande de faire une démonstration, et elle prend immédiatement la forme du marchand, le rendant encore plus abasourdi alors qu'il continue de faire comme un singe voyant un miroir pour la première fois. Iwawa dit à Noah qu'elle peut faire plus. Il touche sa main, et elle absorbe l'énergie de luthier pour briller faiblement. Noah demande alors au marchand de toucher la main d'Iwawa, et tandis qu'il peut la toucher avec sa main gauche, sa main droite traverse son corps. Noah est satisfait de voir qu'Iwawa peut contrôler son corps avec une telle précision. Il remercie le marchand de l'avoir découverte et dit qu'il achètera le tableau à n'importe quel prix qu'il nommera et lui ordonne de trouver d'autres objets maudits de ce type. Peu de temps après, le marchand allant rend visite à Noah avec une pile de boîtes. Noah lui demande la raison de cette visite soudaine, et Alan répond que sa fille Eda a été choisie pour devenir l'une des dames de compagnie de l'empereur, et il est venu remercier Noah d'avoir rendu cela possible. Noah se souvient comment il a recommandé Eda pour devenir servante au palais impérial dans le cadre d'un accord avec Alan il y a 6 ans. Il est impressionné que la fille qu'il a choisie ait accédé au rang de dame de compagnie, puis remarque qu'Alan a dépensé beaucoup pour les cadeaux. Il dit que tout ce qu'il a apporté vaut 30 000 $, et Alan est choqué d'entendre qu'il a deviné le montant correctement. Quoi qu'il en soit, il dit qu'Eda vient juste de devenir dame de compagnie maintenant, et il espère qu'un jour elle atteindra le rang de concubine puis d'épouse de l'empereur. Au-dessus de cela, il y a le titre d'impératrice, qui est la femme principale de l'empereur, mais ce n'est pas une position que toutes les épouses peuvent atteindre. Même la mère de Noah n'a pas été promue au poste d'épouse jusqu'à ce qu'il reçoive le titre de prince sage. Il dit à Alan qu'être sélectionnée comme dame de compagnie n'est que la première étape du voyage d'Eda, car à partir de maintenant, elle va faire partie de la salle politique du palais. Alan ne comprend pas ce qu'il veut dire, alors Noah lui demande d'imaginer ce qui se passerait si une autre servante jalouse remplaçait le parfum d'Eda par quelque chose que l'empereur déteste. Alan est abasourdi en entendant cela, et Noah lui dit que les femmes férocement compétitives sont l'espèce la plus dangereuse sur Terre. Il dit au marchand d'envoyer régulièrement de l'argent à Eda, car elle va en avoir besoin si elle veut prospérer dans la politique du palais. Alan se précipite immédiatement pour prendre ses dispositions à cet effet, puis Noah se tourne vers des questions plus importantes. Il demande à Zoé de remettre une lettre et 10 000 $ à sa mère. Elle demande si Dylan ne serait pas un meilleur messager pour le palais, mais Noah dit que sa mère vit dans le palais intérieur, où les hommes ne sont pas admis. À cause de cette règle, il ne peut rencontrer sa mère qu'une fois par an. Zoé a pitié de lui, mais Noah ne mérite pas ce sentiment. Il lui dit de transmettre un autre message à sa mère, lui disant qu'il agit en tant que tuteur d'Eda. Zoé est stupéfaite en entendant cette déclaration et demande à Noah s'il a l'intention d'utiliser sa mère pour la politique du palais. Il confirme, disant que le profit et la perte sont plus importants que son lien avec sa mère, car c'est ainsi que fonctionne la famille impériale. Il affirme que si Eda devient l'une des favorites de l'empereur, elle peut être une alliée puissante pour sa mère, et cela profitera à tout le monde. Zoé est étonnée de voir que la famille impériale ne peut pas se débarrasser de la politique de sa vie même si elle le voulait. Elle se prépare à remettre la lettre, mais Noah l'arrête et demande comment va sa mère. Elle répond que sa mère est éternellement reconnaissante à Noah de lui avoir donné une maison et un emploi stable, mais récemment, elle a vécu quelque chose d'étrange en fermant le portail la nuit. Elle a vu un homme rôder dans le jardin, et quand elle s'est approchée de lui pour lui demander ce qu'il faisait, il s'est enfui. Zoé dit que sa mère croit que quelqu'un entre et sort du manoir en cachette, et Noah trouve cette information intéressante. Il ordonne à Zoé de dire à sa mère de garder le secret, car il prévoit de découvrir si ces informations sont correctes. Plus tard dans la nuit, alors que la mère de Zoé ferme le portail, quelqu'un s'approche d'elle par derrière et utilise une aiguille empoisonnée pour la tuer avant même qu'elle ne puisse réagir. Elle tombe morte sur le sol, et l'agresseur se révèle être Or, qui dit à la femme que c'était sa faute si elle l'a découvert. Il s'enfuit avec ça, mais heureusement, la mère de Zoé n'est pas encore morte. Elle regarde la scène avec Zoé et Noah, qui a utilisé Iwawa comme leurre pour prendre Or la main dans le sac. Il ordonne à Iwawa de battre en retraite, et elle retourne joyeusement à sa véritable forme puis disparaît. Après cela, Noah dit à Zoé et à sa mère de retourner dans leur village sous prétexte d'enterrer son corps mort. Il dit qu'ils ne peuvent pas laisser Or savoir que la femme qui l'a tué est toujours en vie, et qu'ils doivent se faire discrets jusqu'à ce qu'il soit traité. Zoé et sa mère sont émues en entendant cela, mais ensuite Zoé demande à Noah s'il est vraiment acceptable de laisser Or s'en tirer comme ça. Il révèle qu'il a déjà Iwawa qui le surveille, donc ils n'ont pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Le lendemain matin, dans une cabane tranquille près d'un lac, Or se réveille avec de terribles blessures à la poitrine et à l'estomac. Alors qu'il lutte contre la douleur, Noah lui dit de ne pas trop bouger, sinon ses blessures se rouvriront. Or ne comprend pas ce qui se passe, alors Noah lui dit qu'il a été poignardé la nuit dernière, mais qu'il ne s'en souvient peut-être pas à cause du choc. Noah dit à Or que la nuit dernière,
il a rapporté à son agent de liaison qu'il avait tué une femme qu'il avait repérée, et en retour, l'agent de liaison l'a poignardé et jeté dans la rivière parce qu'il avait échoué dans sa mission d'espion. Heureusement, Iwawa le surveillait à ce moment-là, et Noah a pu le sauver. Il dit qu'il s'attendait toujours à ce corps soit jeté, mais il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si vite. Or n'arrive pas à croire que Noah l'ait percé à jour et ait même prédit avec précision sa chute. Il regrette maintenant ses choix de vie et dit que s'il avait vraiment travaillé dur pour Noah et n'avait pas essayé de l'espionner, sa vie serait peut-être différente. Noah lui dit qu'il n'est pas trop tard pour cela, et Or n'arrive pas à croire qu'il soit prêt à accepter à nouveau un espion déchu comme serviteur. Noah répond qu'en échange de cela, Or ne peut pas le trahir, car alors il subira pire que la mort. Cependant, il promet également à Or qu'il ne le chassera pas pour avoir échoué dans son travail. Or se met à pleurer et tombe à genoux, et il accepte humblement l'offre de Noah. Noah vérifie ses statistiques et constate que son attribut de vent est devenu plus fort, ce qui prouve qu'Or est vraiment loyal envers lui maintenant. Il lui donne son premier ordre, qui est de récupérer complètement, après quoi il prendra une nouvelle identité. Noah décide de le faire gouverneur d'une région reculée de son territoire jusqu'à ce que les choses se calment dans la capitale. Or le remercie d'en faire autant pour lui, et il décide de prouver sa loyauté en donnant à Noah des informations cruciales. Il lui dit que récemment, le prince Gilbert a offert un cadeau à l'empereur, qui fait partie de son plan sinistre. Noah panique en apprenant la vérité, et il se rend immédiatement au palais impérial pour une réunion d'urgence avec son père. L'empereur lui demande ce qui l'a fait paniquer à ce point, et Noah lui demande d'arrêter de boire le vin que le prince Gilbert lui fournit. L'empereur est curieux à ce sujet et demande la raison de cette demande, à laquelle Noah répond que le vin est parfaitement bon en soi, mais s'il est consommé avec un aliment spécifique, il devient un poison mortel. L'empereur lui demande de révéler tous les détails d'un coup, et Noah révèle que l'aliment spécial est la griffe de dragon, que l'empereur et le prince héritier mangent une fois par an lors d'une cérémonie en l'honneur de leurs ancêtres. Comme l'empereur et le prince héritier boivent ce vin depuis un an, tout le monde croit qu'il est sûr. Cependant, une fois qu'ils auront consommé de la griffe de dragon lors de la cérémonie, ils mourront tous les deux, et personne ne soupçonnera Gilbert de quoi que ce soit. L'empereur demande à Noah s'il en est sûr, et il confirme, disant qu'il a fait essayer la combinaison du vin et de la griffe de dragon à un condamné à mort, et qu'il s'est évanoui avant même qu'ils aient pu lui prodiguer les premiers soins. L'empereur trouve encore cette nouvelle un peu difficile à digérer, mais il fait entièrement confiance à Noah et accepte sa suggestion. Il ordonne à son assistant de convoquer Henri et de lancer une enquête à grande échelle sur le manoir de Gilbert. Il félicite Noah d'avoir dévoilé ce complot et le renvoie chez lui, promettant de lui remettre sa récompense plus tard. Après cela, les soldats menés par Henri arrêtent les serviteurs de la maison de Gilbert, qui témoignent qu'ils menaient des expériences mortelles sur des esclaves illégaux. Il a été confirmé qu'il prévoyait de s'emparer du trône après avoir tué à la fois l'empereur et le prince héritier, mais son plan a été contrecarré grâce à Noah. Peu de temps après, l'empereur convoque Noah, qui ne peut s'empêcher de penser à quel point l'incident était assez étrange. Habituellement, l'empereur dispose du meilleur réseau de renseignements de l'Empire, et il aurait déjà eu vent de ce complot, mais il a réagi comme s'il ne savait rien. Soudain, Noah réalise que l'empereur faisait seulement semblant d'être ignorant, alors qu'en fait, il savait tout depuis le début. Juste à ce moment-là, l'empereur arrive et confirme ses doutes, ajoutant qu'il ne buvait pas du tout le vin. Noah est choqué d'entendre cela et demande pourquoi il n'avait pas agi alors. L'empereur répond qu'il a de nombreux fils qui pensent qu'il est empereur depuis trop longtemps et qu'il est maintenant temps de changer de dirigeant. Cependant, Noah ne semble pas penser comme eux, et c'est pourquoi l'empereur lui fait plus confiance qu'aux autres princes. Il déclare que Noah servira désormais comme vice-ministre des Affaires militaires en plus d'être ministre de la Justice, et qu'il sera également gouverneur général de la garde impériale. Noah accepte la récompense sans comprendre ce que son père veut, mais la réponse devient vite claire. L'empereur dit qu'il ne se laissera pas faire sans combat, mais il est possible qu'un de ses fils le tue et s'empare du trône. Si cela arrive, il veut que Noah prenne la garde impériale et s'empare de la capitale, puis qu'il choisisse lui-même le prochain empereur, ce qui est trop pour lui à digérer. Peu de temps après, Noah comparaît devant l'empereur en compagnie du prince héritier Albert et rapporte qu'ils ont trouvé des preuves concrètes dans le manoir de Gilbert qu'ils complotaient pour assassiner l'empereur. Albert ricane, disant que cet ingrat de bâtard n'est même pas comparable à un chien. L'empereur ignore ces diatribes et demande à Noah quelle est la punition pour Gilbert, et il répond que la trahison envers l'empereur est punie de mort et que Gilbert devrait être coupé en deux à la taille. Cependant, il y a quelques problèmes techniques dans l'affaire et Noah dit qu'ils peuvent également accuser Gilbert de tentative de meurtre sur l'empereur, ce qui lui vaudrait une peine plus légère même s'il mourra de la même mort brutale. Dans ce cas, l'empereur peut décider de le laisser pourrir en prison aussi longtemps qu'il le souhaite avant de le condamner à mort. Albert demande pourquoi il est nécessaire de compliquer les choses comme ça alors que le résultat final sera le même. Il suggère d'exécuter Gilbert immédiatement, mais l'empereur prend le parti de Noah, disant qu'il a considéré à la fois les aspects logiques et émotionnels de l'affaire. Il remercie Noah pour cela, qui réalise que malgré tout, l'empereur aime toujours son premier fils et ne voudrait pas le tuer,
C'est pourquoi il lui a donné une échappatoire qui aboutira plutôt à une peine de prison à vie. Albert ne comprend pas cela avec son cerveau sans ride et dit à l'empereur qu'ils doivent tuer immédiatement quiconque tente de lui nuire. Il insiste pour qu'il traite tous les traîtres sans pitié, et l'empereur cède, laissant l'exécution de Gilbert entre ses mains. Albert quitte la pièce, maudissant toujours Gilbert à voix basse. Mais une fois qu'ils sont seuls, l'empereur dit à Noah qu'il est vraiment le prince sage d'avoir tout considéré avant de rendre un jugement. Il dit qu'il veut récompenser Noah avec le territoire de Gilbert pour cela, mais Noah rejette immédiatement cette idée et dit à l'empereur qu'il a rapporté le plan de Gilbert en secret. Et s'il est récompensé pour cela, les autres princes essaieront de faire de même. Ils essaieront d'informer l'empereur des plans de leurs frères pour les saboter et gagner des récompenses. L'empereur lui dit de retenir ses chevaux car il souhaitait juste le faire, mais il est conscient des dangers d'une telle récompense. Il dit à Noah qu'il n'aura pas de récompense cette fois, mais qu'il y a une autre bonne nouvelle pour lui. L'empereur dit que Noah est maintenant assez âgé pour s'installer sur son territoire et que cela signifie qu'il a besoin d'une femme à ses côtés. Noah est surpris en entendant cela car il sait que l'épouse légale de tous les princes est choisie purement pour des raisons politiques et que les sentiments personnels n'ont aucun rôle là-dedans. L'empereur lui suggère la petite fille de son oncle, surnommée le prince foudroyant, disant que leurs 10 heures de bonne aventure affirment que l'ADN de Noah et le sien se combineront pour donner naissance à un enfant très intelligent qui pourrait même surpasser Noah. Noah n'a aucune plainte contre ce mariage suite au Alabama, et il accepte immédiatement la suggestion de l'empereur. Au moment où Noah part, le premier ministre arrive, louant le jeune prince pour être assez mature pour accepter comme femme une fille qu'il n'a jamais vue. Il dit que Noah est à l'âge où il est censé s'intéresser aux filles, mais la façon dont il a agi avec nonchalance est digne d'éloge. Le ministre continue sa lèche-botterie et commence à louer l'empereur pour sa stratégie de miser sur l'enfant de Noah qui pourrait être son successeur. De cette façon, il n'aura pas à voir ses enfants se battre pour le trône, et si son petit-fils est talentueux, l'empire sera entre de bonnes mains. L'empereur, cependant, dit que ce n'est plus qu'une question de hasard maintenant, et il ne peut qu'espérer que l'enfant de Noah soit encore plus brillant que lui. Pendant ce temps, Noah est dans son manoir avec Or courbé devant lui. Il sait que la punition pour avoir trahi son maître est la mort et implore que ce soit indolore et rapide. Noah lui dit de se détendre car il ne sera pas puni puisqu'il a été blanchi de tous les crimes en dévoilant la conspiration contre l'empereur. Il dit à Or que maintenant que Gilbert a été exécuté, il n'a pas besoin de changer d'identité et de se cacher dans un endroit reculé. La récompense pour avoir révélé une trahison est de 10 000 $, mais Noah décide d'ajouter un zéro supplémentaire de sa propre poche parce qu'Or a sauvé la vie de son père. En plus de cela, il lui demande ce qu'il veut faire désormais, et Or répond qu'il fera tout ce que Noah voudra car il est désormais son maître. Après cela, Noah se promène avec sa nouvelle servante, Gigi, qui n'arrête pas de se laisser distraire par des choses au hasard. Elle pointe du doigt une foule et dit à Noah que quelque chose d'intéressant s'y passe, alors il décide d'aller voir. Une jeune chevaleresse défie les hommes dans la foule de se battre contre elle pour un droit d'entrée de 30 $. Et s'ils gagnent, ils peuvent la posséder comme ils le souhaitent. Noah réalise que puisque le commerce d'esclaves consiste à vendre d'autres personnes, la fille ne fait rien d'illégal, mais il ne pense toujours pas qu'elle donne un bon exemple. Alors qu'il regarde, un grand gars musclé se présente pour défier la fille, et elle accepte volontiers. L'homme charge sur elle, mais la fille utilise son élan contre lui et le plaque au sol, le vainquant en 3 secondes. L'homme s'enfuit, embarrassé, mais d'autres hommes désespérés font la queue pour combattre la fille qui les écrase tous, et personne n'est assez audacieux pour la défier maintenant. Juste à ce moment, un autre homme se présente pour se battre, mais quand la fille lui demande de payer le droit d'entrée, il refuse, disant que ce ne sera pas nécessaire puisqu'il va la vaincre. Il se précipite vers elle et la fille se sent soudainement légèrement étourdie, donnant à l'homme une chance de porter un coup net sur elle. Il l'assomme et la soulève, disant qu'elle lui appartient maintenant, mais Noah s'avance et le traite de tricheur. Le gars se fâche contre cette accusation, mais Noah pointe la minuscule fléchette empoisonnée sur la jambe de la fille qui a été tirée par son acolyte. L'homme nie savoir quoi que ce soit à ce sujet, alors Noah utilise le pouvoir de Léviathan pour donner à l'acolyte du Crips une migraine qui le met à genoux. Le Crips nie le connaître, mais les habitants savent tous qu'ils sont amis. Noah dit à l'homme de se rendre et il décide plutôt de l'attaquer. Noah invoque simplement Léviathan et lui lacère les épaules, le faisant tomber à genoux puis s'enfuir en serrant fort ses vêtements. Après cela, il emmène la fille dans un restaurant où elle reprend ses esprits et la serveuse lui dit de remercier Noah de lui avoir sauvé la vie. Il lui demande quel est le dernier souvenir dont elle se souvient et la fille répond que ses jambes ont arrêté de bouger quand le Crips l'a attaqué. Il lui dit que l'ami du Crips l'a attaqué avec un poison paralysant et lui demande ensuite ce qu'elle diable elle faisait à défier les gens en public. La fille répond amèrement qu'elle a échoué à l'examen de sélection des chevaliers et qu'elle n'a plus d'argent et maintenant elle n'en a même pas assez pour rentrer chez elle. Noah a du mal à croire que quelqu'un d'aussi compétent qu'elle puisse échouer à l'examen de sélection des chevaliers et la fille affirme qu'elle non plus n'arrivait pas à y croire. Alors, elle a fait vérifier les résultats ce qui l'a mené au 10e prince qui dirigeait les examens cette année. Il lui a dit qu'il la laisserait réussir l'examen en échange d'une nuit d'aventure,
et étant une femme de caractère, la fille a refusé. Noah peut croire que le 10e prince s'abaisserait autant juste pour la sauter, et il demande à la fille si elle veut toujours être chevalier. Elle confirme avec enthousiasme, disant qu'elle travaillera dur aussi longtemps qu'il le faudra, mais qu'elle deviendra chevalier avec son talent. Noah est impressionné par cela et lui donne 1000 $ pour qu'elle puisse vivre dans la capitale jusqu'au prochain examen de sélection des chevaliers parce qu'il aime les gens qui ne font pas de compromis sur leurs objectifs et leurs méthodes. La fille lui demande qui il est quand soudain le Crips revient avec ses amis pour se venger. La chevaleresse est prête pour une revanche aussi, mais Noah s'avance pour s'occuper du Crips tout seul. Luthier commence à réagir fortement à cela et Noah réalise qu'il a envie de maltraiter des voyous de rue. Il lie le pouvoir de Luthier à son anneau bouclier et crée 2 boucliers flamboyants devant ses poings qui intimident les voyous, mais le Crips leur dit qu'il n'affronte qu'un gamin. Noah attend que les voyous l'attaquent et les assomment efficacement avec ses gantelets flamboyants. Le complice du Crips essaie de le tranquilliser avec sa sarbacane, mais Noah lui tire une boule de feu et l'assomme aussi. Il attrape ensuite le coup du Crips et lui envoie une explosion à courte portée pour l'assommer. La fille est terrifiée par les compétences de Noah maintenant et Gigi est également choquée car c'est la première fois qu'elle le voit se battre. Pendant ce temps, Noah se tourne vers le reste du groupe de Crips et remarque un chevalier là-bas. La fille lui dit que c'est un chevalier du 10e prince et Noah comprend tout. Le chevalier terrifié tombe à genoux en s'excusant auprès de Noah qui réalise qu'il travaillait avec le Crips à côté mais qu'il a eu la trouille en apprenant la véritable identité de son adversaire. Pendant ce temps, la fille apprend que Noah est le célèbre prince sage, et elle est émerveillée par la façon dont il n'étale pas son statut malgré son talent. Noah décide de laisser le chevalier s'en tirer parce qu'il n'a rien fait de mal cette fois-ci et lui dit de s'occuper de la punition des voyous. Le chevalier emmène immédiatement les voyous et soudain un vieil homme ivre se met à applaudir Noah, disant qu'il a géré les choses de la manière la plus remarquable. Noah se demande qui diable est ce type, mais ensuite il voit une calebasse dorée à côté de lui et réalise immédiatement l'identité de son propriétaire. Il tombe à genoux pour saluer Indra, le prince foudroyant, qui va être son futur grand-père par alliance. Le vieil homme cornu est ravi que Noah le connaisse, et la foule est curieuse d'apprendre que c'est aussi un prince. Noah pense à comment son père est devenu empereur quand il était assez jeune, et à cette époque, Indra était la personne qui avait pratiquement tout le pouvoir. L'Empire était en chaos constant à ce moment-là, et Indra a rétabli l'ordre partout tout seul. Puis après 5 ans, quand l'empereur fut assez âgé, Indra s'est retiré de la politique tranquillement sans rien demander en échange de ses actions pour apporter rapidement la paix dans l'Empire et préparer l'empereur. Indra a gagné le titre de prince foudroyant. Noah pense que c'est une occasion spéciale qu'il soit venu dans la capitale et il en connaît aussi la raison. Indra lui demande de s'asseoir avec lui pour discuter et remarque que l'empereur a dû déjà parler à Noah s'il le connaît. Noah confirme et demande à Indra s'il est ici pour l'évaluer et le prince foudroyant confirme. Il dit que bien qu'il fasse confiance au jugement de l'empereur, il a besoin de voir le gars avec qui sa chère petite fille va passer sa vie. Noah trouve les manières d'Indra manquant de raffinement comparé aux autres membres de la famille impériale, mais il sait qu'il est différent et ne se soucie pas beaucoup des règles et des formalités. Il lui demande ce qu'il fera s'il le trouve indigne de sa petite fille et Indra répond qu'il n'acceptera pas le mariage dans ce cas. Noah lui rappelle que c'est un ordre de l'empereur lui-même, mais Indra lui dit clairement que l'ordre ne lui fait ni chaud ni froid, bien qu'il ferait n'importe quoi d'autre que l'empereur demande. Il dit que la vie de sa petite fille est un sujet personnel et non politique, et l'empereur est son neveu. Donc s'il fait une erreur, il lui remettra simplement les idées en place. Noah réalise maintenant qu'Indra ne veut pas de pouvoir, c'est pourquoi personne ne le critique pour son impolitesse. Il lui demande s'il réussit son test et Indra répond qu'ils sont sur le point de le découvrir. Soudain, Noah ressent une pression immense l'écraser, et il réalise que c'est ce qu'il fait subir aux autres avec Léviathan. Il décide de riposter contre Indra avec le pouvoir de Léviathan et parvient à mettre la pression sur lui. Il prévoit de l'écraser pour lui montrer qui est le patron, mais ensuite il réalise qu'il devrait être compétitif avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que lui et son futur grand-père par alliance. Alors, il décide de maintenir la pression égale pour que personne ne gagne ni ne perde, et Indra est complètement amusé par cela. Il rit et admet sa défaite, disant à Noah qu'il a parfaitement lu sa technique et choisi de ne pas l'humilier en public alors qu'il pouvait le faire facilement. Il l'accepte comme son petit-fils par alliance et lance des pièces d'or au serveur, lui disant d'apporter tout l'alcool qu'ils ont et invitant quiconque veut boire à se joindre à lui. Il donne ensuite une bague à Noah comme cadeau de fiançailles. Dès que Noah tient la bague, il entend une voix lui demander de prouver sa force, et la chose suivante qu'il sait, c'est qu'il est au milieu d'une prairie herbeuse. Soudain, un taureau mécanique charge sur lui, et Noah invoque Léviathan pour l'envoyer voler. Dès qu'il fait cela, le taureau dit à Noah que son nom est Behemoth, et il l'accepte comme son nouveau maître. Sur ce, Noah reprend ses esprits, et Indra commence à lui parler de Behemoth. Noah vérifie ses statistiques et découvre que son attribut de lumière est classé F+C. Il utilise immédiatement son pouvoir sur une cruche d'eau qui devient dorée alors qu'il la touche et verse un liquide doré. Indra est étonné par cela car même lui n'a pas pu contrôler complètement Behemoth après toutes ces années, mais Noah l'a fait en quelques secondes.
Noah a du mal à le croire et Indra dit que Behemoth ne lui a dit que son nom et il souhaite revoir sa forme magnifique. Noah exauce son vœu en faisant une copie miniature de Behemoth et dit à Indra qu'il peut en apprendre plus sur ses capacités en le faisant combattre ses autres armes. Indra ne comprend pas cela, alors Noah invoque Léviathan, Luthier, Iwawa et Behemoth. Mais ensuite, quelque chose qu'il n'avait même pas prévu se produit. Les 4 armes d'ascension commencent à synergiser leur pouvoir et émettent une lumière dorée qui fait sentir à Noah qu'il est au sommet du monde. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.